peut y aller quand vous voulez. Hein. C'est parti. Moi, c'est quoi les grandes nouvelles depuis qu'on s'est plus vu depuis toutes ces années? Oh, il y en a beaucoup. Beaucoup de choses ont changé. Beaucoup, beaucoup. Ok. C'est quoi du coup les grandes lignes? Les grandes lignes, c'est que j'ai fait un DUT communication et finalement, je suis agricultrice. Rien à voir. Donc, je suis installée en agriculture depuis le début de l'année 2025. Donc, c'est très récent. Ah, c'est tout frais, ouais. Ouais. C'est tout récent, mais ça fait 3 ans que je m'y prépare. Donc, j'ai passé plusieurs diplômes et j'ai fait plusieurs formations et j'ai cherché une ferme surtout. Puisque du coup, mon papa est agriculteur. Il a une ferme qui n'était pas à lui, puisqu'il était en fermage, donc c'est en location. Ok. C'est là où moi j'ai grandi. Donc, les propriétaires ont décidé de récupérer les terres et nous ont dit merci, au revoir. Quoi. Donc, tu prends tes petites brebis et puis tu t'en vas. Sauf que des brebis, on ne peut pas les mettre dans un garde-meuble, donc il fallait absolument trouver un endroit pour pouvoir les mettre. Et on a cherché pendant quasiment 3 ans. Donc, pendant ce temps-là, moi, je ne pouvais pas m'installer, puisque je ne pouvais pas m'installer sur quelque chose qui n'était pas viable. Et là, on a trouvé, donc l'année dernière, pas très loin d'ici, à la Borel. Et on vient d'acheter là en début d'année, donc l'installation a suivi. Et ça y est, je suis officiellement agricultrice. Bravo. Merci. Félicitations. Comment tu fais du coup pour trouver? C'est par le réseau? Comment ça se passe? Alors, c'est jamais évident parce que nous, on est dans un des départements où il y a le plus de pression foncière au niveau agricole. C'est une chance. Parce qu'en France, il y a des tas d'endroits où les agriculteurs partent, désertent, il n'y a pas de jeunes qui s'installent, on trouve personne pour reprendre les exploitations. Ici, c'est pas le cas. Donc en soi, c'est une bonne nouvelle. Dans le 0,5, dans le 0,4, il me semble dans le 0,6 aussi, mais je suis pas sûre. À chaque fois qu'il y a un agriculteur qui part à la retraite, il y a quelqu'un qui reprend son exploitation. Donc l'exploitation en plus reste à taille humaine, etc. Donc c'est super. Par contre, quand tu veux t'installer dans ce genre d'endroit, tu galères. Faut se lever tôt, quoi. Pour trouver, tu galères. Donc il y a la SAFER normalement qui aide à trouver des terres. Moi, j'ai eu la chance, ça s'est fait en bouche à oreille. Donc quelqu'un qui est venu me dire, avant que ça se sache, il y a une ferme qui va se libérer puisque les gens vont partir à la retraite. Et en fait, c'était une personne qui faisait pâturer à cet endroit-là. Donc il m'a dit, voilà, moi j'ai mis mes brebis l'hiver, mais tant pis. Je sais que si tu le reprends, je l'aurai plus pour moi. Mais je sais que tu cherches et que c'est compliqué pour toi. Donc va les voir, va leur demander. Et du coup, je suis allée voir. Et finalement, on a fini par réussir à acheter cette ferme-là. Donc je cherchais dans un périmètre qui est très très restreint, puisque mon conjoint a aussi une ferme. Et c'est aussi de l'élevage, donc du coup, faut pas être trop loin. On est en train de rénover une maison sur cette ferme-là, donc le périmètre, je me suis dit une demi-heure maximum, parce que tu as des animaux, donc si jamais il y a une urgence, puis il faut y aller tous les jours, qu'il neige, qu'il vente, quelles que soient les conditions, donc ça peut des fois mettre un peu plus de temps. Du coup, là, j'ai trouvé à 20 minutes, donc c'est correct. Ça reste correct. Ouais, je suis contente. Et du coup, c'est quoi les démarches pour acheter? Il y a des démarches particulières par rapport à de l'immobilier standard? Oui, dans le sens où il y a la SAFER qui se met au milieu en règle générale. Donc la SAFER, en fait, c'est un organisme qui est là pour faire en sorte que ce soit juste, entre guillemets, parce qu'un agriculteur ne peut pas vendre à n'importe qui. Donc il y a des priorités, il y a des ordres de priorité, et les jeunes agriculteurs, donc les personnes qui s'installent, font partie des priorités. Et nous, on était doublement prioritaires puisqu'il y avait mon installation et aussi le fait que mon papa était fermier évincé, c'est-à-dire qu'on lui enlève son outil de travail. Lui, il était installé quelque part, on lui enlève ses terres. Donc normalement, la SAFER est censée lui retrouver un équivalent pour qu'il puisse continuer à travailler. Sauf que mon papa, il a eu 60 ans cette année. Et moi, je me suis dit, ça fait partie de mon processus de réflexion quand je me suis dit, je vais m'installer. C'est de me dire, mon père, il a 60 ans, s'il va à la banque pour dire, il me faut 200 000 pour acheter une ferme, on va lui dire, monsieur, vous êtes bien gentil, mais vous allez trouver autre chose à faire avant votre retraite, quoi. Donc je me suis dit, le fait de s'installer ensemble, ça va permettre de pouvoir avoir, moi, son expérience, la base de tout ce qu'il a construit, puisqu'il a déjà un cheptel, il a déjà des bâtiments, il a déjà quelque chose de concret qui existe et qui tourne, puisque son entreprise, elle fonctionne. Donc ça m'aide, moi, au niveau de mon installation. Et le fait que moi, je m'installe, qu'on ait un projet avec un nouvel installé, etc., ça va permettre à lui de pouvoir dire, ben voilà, il y a une installation, c'est quelque chose qui va être pérenne, c'est pas juste moi et dans 10 ans, je m'en vais. Donc du coup, grâce à ça, on a réussi à trouver une ferme
où du coup la SAFER n'a pas eu besoin de préempter, ça s'appelle comme ça. Mhm. Donc de dire, eh ben, on va nous évaluer et le donner à la personne qui en a entre guillemets le plus besoin. Puisque là, les personnes qui en avaient le plus besoin, c'était directement nous, donc il n'y avait pas besoin de leur intervention. Et à la banque, pouvoir dire, voilà, le projet c'est celui-là, il y a quelqu'un derrière, ça va continuer. Et du coup, on a réussi à avoir les prêts nécessaires pour pouvoir acheter. Et on est chez nous. Donc ça, c'est le truc qui est cool parce que quand au bout de 30 ans, on te dit, il faut partir, c'est quand même difficile à digérer, quoi. Ouais, ton papa, il a mal vécu. Moi, je l'ai mal vécu. Mon papa, un petit peu moins, même si c'est difficile, parce que lui, il venait déjà d'ailleurs. Moi, j'ai grandi là-bas. Je suis arrivée là-bas, j'avais 10 mois. J'ai toujours vu cette campagne, j'ai grandi dans ces montagnes-là. Et quand je me suis dit, je vais m'installer, au tout début, je me suis dit, je vais m'installer là-bas, quoi. Et puis j'ai été naïve en plus parce que les propriétaires ont commencé à rénover un bout d'appartement et moi je me suis dit génial, je vais pouvoir venir m'installer ici, vivre là dans mes montagnes, m'occuper de mes petites brebis et tout. Eh ben non. Mais du coup, est-ce que c'est pas un mal pour un bien? Parce que Ouais, je pense. là, comme ça, t'es chez toi. Ouais, c'est ça. T'es pas en loc et tout. Donc, Complètement, exactement. Après, c'est juste le petit deuil. Hmm. Je l'ai vraiment vécu comme un deuil du lieu. Parce que c'est mes racines, c'est l'endroit où, quand tu t'y retrouves, tu peux te ressourcer, tu t'es bien, t'as besoin de rien d'autre, t'es vraiment dans ton élément. Moi, c'était cet endroit-là. Et du coup, ça m'a fait un peu... J'étais un peu déracinée, quoi. À ce moment-là, je me suis dit, en fait, je suis pas chez moi, alors que je pensais être chez moi. Où est-ce que c'est chez moi? Quelque part, c'était un peu ce sentiment-là. Et là, le fait de retrouver un endroit qui est aussi montagneux, c'est pas le même décor parce que c'est pas de la haute montagne, mais t'es chez toi, il y a des montagnes, il y a tes animaux, il y a mon papa aussi. Parce que du coup, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris que c'est pas le lieu, c'est les gens. Mhm. En fait, c'est ce que toi, tu construis dans le lieu qui fait que tu y es bien, qui fait que tu t'y sens chez toi. Donc ça m'a apporté aussi beaucoup de choses. Et puis de toute façon, je suis persuadée dans la vie que tout ce qui doit arriver arrivera et que tout ce qui arrive devait arriver. Donc du coup, ça me permet de dormir en fait. Ouais, tu crois au destin? Ouais, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais ouais, je crois le destin, les plans de Dieu, il y a quelque chose qui est destiné pour toi, quelque part, ouais. Après, est-ce que Il ça y a un chemin s'écrit... qui est tracé. Ouais, est-ce que ça s'écrit pendant qu'on le vit ou avant, ça, je saurais pas dire. Mais je suis persuadée de ça, ouais. Moi, je pense qu'il y a plusieurs chemins. Je le vois Ouais. avec plusieurs chemins qui se recoupent. Mhm. Et il y a de temps en temps où tu arrives des choses dans la vie, c'est la Ouais. bifurcation. Et tu as le choix entre là, là ou là. Et du coup, c'est toi qui fais un Et petit tu peu... choisis. tu Et traces, du coup, ouais. c'est tracé à moitié. En Carrément. mode, Oui. c'est tracé, mais tu as quand même un minimum de libre Oui, arbitre. complètement. Mais il y a des choses, je pense, qui sont Où tu es destiné à de toute façon cadrées, quoi. passer Enfin, par là. c'est... Quoi. Ouais, il y a des trucs, tu peux pas y échapper, je pense vraiment. Ouais, je suis Du assez coup, là, d'accord avec ça. t'as quoi? T'as une partie pour mettre tes animaux et une partie constructible? Alors, il y Si a... tu veux y habiter ou t'habites. Moi, j'habite du coup à 20 minutes avec mon conjoint. Ah ouais, ok. Mon T'habites pas papa, sur il les va lieux du coup. prendre un appartement sur le village, puisque D'accord. la ferme, elle est vraiment juste au-dessus du village, donc c'est très près, donc ça, c'est top. Et on va essayer de faire un petit studio quand même, puisqu'il y a un bâtiment avec un atelier. Et on va essayer de transformer l'atelier en studio plus tard. Parce que là, on a déjà beaucoup de boulot. Mais l'idée, ce serait ça, ce serait pouvoir y dormir si besoin, pouvoir loger quelqu'un si besoin, ce genre de choses. Après, moi, à l'heure actuelle, je vis avec mon conjoint, donc j'ai pas besoin d'avoir un logement sur place. Mais si jamais ça devrait être le cas, ou même pour juste une nuit, une semaine, quand tu as des périodes qui sont intenses et compliquées, où tu dois être présent, parce qu'avec les animaux, c'est souvent le cas, tu puisses rester sur place. Ou alors, si tu embauches quelqu'un, tu as un stagiaire, un alternant que tu dois loger, tu peux le loger sur place. Ça peut être... Oui, j'allais dire, vous avez pas de salarié du coup. Non, pas encore. Pas encore. On s'est dit, on espère pouvoir réussir à prendre quelqu'un à un moment, quand même, pour pouvoir se libérer du temps, pour pouvoir partager les tâches. Mais pas encore. C'est pas encore faisable. La première année, elle est très compliquée, que ce soit au niveau du temps ou au niveau économique, puisque financièrement, là, c'est pas possible. Mais doucement, on va mettre les choses en place. Et du coup, c'est comment la répartition des tâches? Une journée type ou alors comment vous répartissez les tâches avec ton papa? Alors à l'heure actuelle, c'est un peu particulier parce que du coup, on est sur 2 fermes. On a l'ancienne ferme où il y a encore les brebis. On va les ramener dans la nouvelle ferme à l'automne. L'ancienne ferme où ton papa était en location? Ouais, c'est ça. Ok. Et en fait, il y a des terres là-haut, donc on va faire manger les brebis là-bas. Comme ça nous permet de déclarer ces terres-là cette année. Puis de toute façon, on les paye, on les loue, donc c'est normal.
Et à l'automne, on les redescend. Donc là, on est sur 2 lieux qui sont à 1 heure de route l'un de l'autre. Donc cette année, c'est sportif. Ah ouais, Mais 1 heure de route, ouais. ouais, globalement, sur le papier, du coup, on a 2 ateliers, puisque la ferme qu'on vient d'acheter, c'est en caprin lait avec transformation fromagère, donc on a des chèvres. Ok. Et il y a l'atelier au vin, donc qui était l'atelier qu'on avait déjà avant, avec du coup, on produit de la viande d'agneau et on fait de la vente directe. Donc il y a pas mal de choses à gérer. Donc en gros, moi, je m'occupe déjà de base de tout ce qui est commercialisation, parce qu'on fait de la vente directe, donc il faut voilà, avoir un contact avec les personnes, il faut gérer les livraisons, le boucher, etc., ce genre de choses. Et là, je vais m'occuper aussi du coup de la transformation des fromages et de leur commercialisation. Et il est hors de question que je ne vois pas une petite bête. Moi, c'était un truc, je fais pas ça pour rester dans la fromagerie. Mon but dans ce travail, c'est vraiment d'être avec les animaux, dehors, dans la nature. Enfin, c'est ce qui me plaît, c'est l'essence de ce métier pour moi. Donc, je veux surtout pas que ça disparaisse de mon quotidien. Donc, du coup, je serai aussi avec les bêtes. Et après, on essaye de s'organiser pour avoir un peu chacun ses tâches. À l'heure actuelle, mon père, il est plus sur les brebis, puisque jusqu'à il y a une semaine, il vivait encore là-haut. Maintenant, il a déménagé dans le village, donc on fait les allers-retours ensemble, mais il s'occupe pas mal des brebis, et moi, je m'occupe un peu plus des chèvres. Et puis voilà, après, chacun remplace l'autre quand c'est possible, comme aujourd'hui. C'est mon père qui va me faire la traite pour que je puisse être là, pour que je puisse avoir une petite pause, etc. Et puis, et puis après, voilà, si on a un employé, ça permettra aussi de encore plus faire chacun ses tâches, etc. Après, nous, on essaye. Mon but, c'est d'avoir une journée type où une seule personne peut tout faire. Ça fait une grosse journée, mais je veux que ça puisse rentrer pour que si jamais t'es malade, si jamais t'as une merde, ta bagnole elle démarre pas, tu peux pas y aller, faut y aller à pied, enfin n'importe quoi. Ou alors tout simplement, tu veux prendre un jour de congé, un jour de repos. Enfin, mon père a rencontré quelqu'un dans sa vie il y a un an. J'ai pas envie qu'aujourd'hui, il a mis 10 ans à rencontrer quelqu'un, lui dire ben non, tu restes à la ferme parce que il y a du boulot, machin. Non, au contraire, vas-y, continue, éclate-toi, et pars en week-end, et puis moi aussi de mon côté du coup. Je veux pas rater des tas de choses parce que j'ai un métier prenant. Donc j'ai l'anniversaire d'un pote à la fin du mois, et ben on s'arrange, c'est tel jour, donc je vais y aller plus tard parce qu'il y a le marché le matin, mais je vais y aller. Et puis mon père il me fera la traite le soir, et du coup ça me permet quand même de pouvoir avoir une vie sociale et lui pareil quoi. Enfin on trouve que c'est important. Ouais, c'est chouette d'avoir autant de complicité et de complémentarité. Et du coup, donc tu fais les marchés en plus. Ouais, du coup je vais attaquer les marchés la semaine prochaine. Normalement, ça retarde à chaque fois parce que en fait on devait acheter la ferme début janvier, on l'a acheté début février, et du coup ça m'a décalé d'un mois dans tout, y compris la production, y compris la commercialisation. Après, on le sait, la première année, c'est le bazar. Mais ouais, je vais faire les marchés, du coup, dans le coin, donc la Ranissère, et puis probablement un camping pendant l'été, ce genre de petits marchés en plus. Et il y aura un magasin à la ferme, c'est mon gros truc. Ça. Moi, je veux absolument avoir un magasin à la ferme, que les gens ils puissent venir voir l'environnement, qu'ils puissent voir les animaux, et puis qu'on puisse échanger, qu'ils puissent venir voir la traite s'ils ont envie de voir la traite. Ouais, ça me plaît. Ouais, du coup, ça, c'est un projet qui te tient à cœur. Ouais. Ouais, carrément. Ça, j'aime beaucoup. Et puis, j'aimerais à l'avenir aussi faire des visites à la ferme, ce genre de choses. J'aime beaucoup expliquer comment ça se passe, raconter, que les gens puissent poser leurs questions aussi. Parce que j'ai le sentiment qu'on est dans une société où on est de plus en plus déconnecté. Avant, il y a un moment maintenant, mais on avait tous un pied dans la terre, on avait tous un pied dans l'agriculture. Si c'était pas toi, c'était ton oncle, c'était ton papy, on allait en vacances, etc. Chacun avait encore un petit bout de jardin, savait cultiver ses 3 tomates, ses patates, etc. Et puis petit à petit, les gens, ça s'est urbanisé, donc les gens sont partis, ont eu d'autres métiers, sont partis en ville. Et aujourd'hui, il y a des gens en ville qui n'ont absolument pas de bout de potager parce qu'ils peuvent pas, physiquement, c'est pas possible. Ouais, dans le béton, ça pousse pas très bien. Exactement. Donc du coup, j'ai l'impression qu'il y a cette déconnexion et c'est tellement profond qu'ils ont même plus l'information qui arrive jusqu'à eux. Ils ont les informations qu'ils ont à la télé, dans les médias. Donc du coup, c'est pas toujours les informations que nous on aimerait qu'ils aient. C'est souvent biaisé, c'est souvent orienté. Et du coup, c'est vrai que le fait de faire de la vente directe, faire des visites à la ferme, ça permet aussi de pouvoir montrer la réalité de nos métiers à ces personnes. Et pouvoir leur dire, voilà, ça se passe comme ça. Enfin, moi, j'ai vu des enfants qui confondaient une vache et une brebis.
Et moi, je trouve ça horrible parce que moi, c'est depuis toujours, c'est ma réalité, c'est ma vie. C'est ton Ouais, univers à toi. pour moi, c'est normal. C'est ma norme, c'est celle-là. Alors que, enfin, moi, je me rappelle, j'avais peut-être 12 ans, un truc comme ça. Je suis partie en ville chez ma cousine. Et puis, on est allé boire un coup en ville et j'étais effarée devant un panneau lumineux. Parce que la nuit venait de tomber et que le panneau était éclairé, quoi. Et moi, j'avais jamais vu ça. Et j'étais là, waouh, le panneau, il brille, quoi. Et ils m'ont expliqué, ben oui, c'est normal, c'est pour qu'on puisse lire de nuit et tout. Et moi, j'étais là, j'avais 12 ans. Et j'étais là, mais c'est fou, j'ai jamais vu ça. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que ben, elle, c'était pareil. Quand elle venait à la ferme et qu'on croisait un renard, c'était là, waouh, c'est fou. Et moi, je suis là, ben ouais, je le vois tous les jours, c'est normal. Donc chacun a vraiment son univers et son truc. Et je pense que c'est bien de pouvoir aller chacun dans l'univers l'un de l'autre pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne, quoi. Du coup, c'est un de tes intérêts d'être autant présente sur les réseaux? Ouais, ouais. La base de mes réseaux, c'était ça, c'était de dire, pour expliquer l'agriculture, il faut que ce soit les agriculteurs qui le fassent. Parce que sinon, c'est biaisé. Une personne qui... Enfin, moi, je vais pas aller expliquer ton boulot, tout simplement parce que je ne le fais pas. Donc même si tu peux le pratiquer en tant que patient ou autre, t'as pas tous les tenants et les aboutissants du truc. Tu peux pas t'imposer comme connaisseur. T'as des connaissances. Il y a des gens qui sont ingénieurs dans le domaine agroalimentaire, etc. Ils ont des tas de connaissances, des connaissances que moi-même je n'ai pas. Mais les connaissances de terrain, tu peux faire ce que tu veux, ils les auront pas. Tant que t'as pas pratiqué le métier, pour moi, t'es pas légitime pour en parler. Et du coup, je me suis dit, si nous on prend pas la parole, c'est d'autres personnes qui vont le faire. Et vu que moi, ça me plaît pas quand ces personnes-là le font, la plupart du temps, ben, je vais le faire, go. Et moi, je vais parler de ce que je fais, de ce que je sais. J'ai pas pour habitude de parler de ce que je connais pas. Mais par contre, je vais montrer comment ça fonctionne chez nous et parler des aspects positifs, des aspects négatifs. Essayer de répondre un maximum aux questions aussi. Et voilà, après, les gens, ils prennent, ou pas, comme ils veulent. Mais moi, j'essaye de le faire à mon échelle en disant, voilà, je présente mon métier, mon travail. Et pour l'instant, là, j'ai fait une petite pause, donc ça évolue un peu moins. Mais pour l'instant, ça a bien pris. Et là où je suis contente, c'est que j'essaye de faire plus de la qualité, on va dire. Et ça n'a pas explosé complètement. Mais je sais que les personnes qui me suivent, elles sont vraiment intéressées par les vidéos que je propose. Ils apprennent des choses, même les agriculteurs, parce que du coup, on est pas mal à suivre entre nous quand on est sur les réseaux. Et on apprend des choses les uns des autres parce qu'on n'a pas tous le même élevage, on n'est pas tous éleveurs déjà. Et c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes pratiques non plus. Moi je dis toujours, il y a autant d'agriculture que d'agriculteurs. On n'a pas tous la même manière de faire et puis on ne vit pas tous dans les mêmes endroits non plus. Donc selon le terroir, le territoire, tu fais pas la même chose. Et du coup on apprend beaucoup les uns des autres aussi. Et le but c'est grand public quoi. Des fois je reçois des questions, les gens me disent tu vas trouver ça bête, machin, mais... Quand j'ai accueilli à la ferme, il n'y a pas longtemps, j'ai accueilli une ancienne collègue de boulot. Et en fait, elle me dit mais c'est peut-être bête, mais je vais juste te demander ça, c'est quoi? En fait, c'est pas bête, c'est juste que, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas la même base, on n'a pas les mêmes connaissances. Moi, j'ai baigné là-dedans, donc moi, il y a des choses qui me semblent logiques. Mais c'est pas la même logique pour tout le monde, c'est pas les mêmes connaissances à la base. Donc, moi, il y a des trucs, mon père a l'habitude de dire que j'ai grandi, je suis née dans une bergerie. C'est faux, hein, je suis née dans un hôpital comme tout le monde. Mais il avait l'habitude de dire ça parce que j'ai toujours évolué dans cet univers. Et il n'y a pas longtemps, il a dit un truc, il a dit des fois, en parlant de moi, il a dit des fois, elle fait des choses que moi j'ai dû apprendre. Et elle, c'est instinctif, elle le fait. Et moi, j'ai dû apprendre à faire ça. Et parce que par mimétisme, parce que tu baignes dedans et que du coup, pour toi, c'est quelque chose de normal. La première fois que j'ai dû tirer un agneau, parce que quand la maman, du coup, Agnelle, qu'elle m'ébat, ça se passe pas toujours forcément très bien et tu dois parfois intervenir et l'aider un petit peu, comme pour nous les humains. Et tu prends l'agneau et il sort par les pattes arrière, donc tu prends les pattes arrière et tu tires un petit peu pour pouvoir l'aider et tout ça. Mais j'ai pas réfléchi parce que je savais faire, parce que je l'avais vu faire et parce que pour moi c'était normal. Alors, t'es censé te paniquer devant un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Comment? Où est-ce que je mets les mains et tout? En fait, pas du tout. Je l'ai déjà vu faire plusieurs fois. J'ai déjà aidé à le faire et tout. Et le jour où c'est toi qui dois le faire, et ben, tu fais. Et puis voilà. C'est des trucs, du coup, qui sont un peu instinctifs et qui me permettent... C'est les petites facilités que j'ai. Après, j'ai encore énormément de choses à apprendre. Pour ça, je suis très reconnaissante d'être avec mon papa. Parce que lui, il a beaucoup de choses à m'apporter. Mais c'est vrai que, ouais, c'est mon univers, quoi.
Donc du coup, il y a des tas de trucs que tu sais qui pour toi sont basiques. Ouais, tu t'aurais pas vu faire autre chose de ta vie. Si, parce que je voulais pas faire ça. C'est ça qui est fou. Tu voulais pas faire ça? Non, moi je passais un DUT communication. Oui, ça oui. J'ai passé un bac sanitaire et social. Moi j'étais dans un flou artistique pendant toutes mes études Mais en t'avais fait. pas une petite voix qui te disait Non, surtout pas. un jour peut-être? Ah, j'avais une voix qui me disait surtout fais pas ça. Ah ouais, ok. Ouais, j'ai vu mes parents galérer. J'ai vu mes parents racler les fonds de tiroir quand j'étais gamine. Attention, j'ai eu une enfance très heureuse. J'ai jamais manqué de rien. Mais c'est vrai que on était dans la partie basse niveau économique. Voilà, on n'était pas du tout à l'aise économiquement pendant une très grande période. Et moi, j'ai ressenti ça quand j'étais enfant. Alors, j'en ai pas souffert, mais je le ressentais. Des fois, ça m'inquiétait. Parce que mon père, il avait une toute petite exploitation, que c'est pas toujours facile de s'en sortir. Il a essayé de faire du bio, c'était pas rentable. Donc, pendant 5 ans, tu jettes des sous par la fenêtre. Enfin, c'était très compliqué. Et je voulais pas faire ça. Moi, je suis partie en vacances très tard parce qu'il fallait que je sois autonome pour pouvoir partir en vacances parce que mes parents ne pouvaient pas venir avec moi. Tu pars pas en vacances avec tes parents en fait. Parce que s'il n'a pas les moyens d'embaucher quelqu'un pour se faire remplacer ou qu'il n'est pas déjà associé avec d'autres personnes, mon père il était tout seul, il a été associé avec ma mère, mais du coup c'est le même foyer donc même problème. Jamais j'ai pris de vacances avec mes parents, c'était pas possible, ça n'existait pas en fait. Donc moi, je me suis dit, mais je veux surtout pas ça. Et on m'a dit, si tu veux gagner des sous, il faut faire des études. Donc moi, j'ai fait des études. Donc au début, je me suis dit, bon, allez, sanitaire et social, parce que je voulais être infirmière, ça me plaisait bien. Infirmière, j'ai pas mal de personnes dans mon entourage qui sont dans le milieu médical. Et je me suis dit, moi, j'ai pas les épaules pour ça, je peux pas. Quand je voyais le milieu dans lequel c'était, même pas eux, la manière dont ils étaient traités, notamment dans le milieu hospitalier, les difficultés auxquelles elles pouvaient faire face, je me suis dit, moi, je peux pas, je supporterai pas. Je le sais, j'y arriverai pas. Donc, j'ai changé de voie, je me suis dit, allez, les enfants, j'aime bien les enfants, donc je me suis dit, je reste en sanitaire et social, et puis puériculture, tout ça, petite enfance. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, moi, j'ai envie d'avoir des enfants. Et si t'as des gamins toute la journée et quand tu rentres chez toi, t'as plus envie de voir les tiens, t'imagines? Je me suis dit, non, on va pas faire ça, on va faire autre chose. Donc du coup, j'ai changé d'avis. Donc moi, je l'ai pas dit tout de suite à mes parents parce que j'étais en sanitaire et social pour ça. Au bout d'un moment, je leur ai dit, j'ai réfléchi, en fait, je veux plus faire ça. Ma mère m'a dit, c'est pas grave, tu passes ton bac et puis comme ça, t'as ton bac et puis après, tu changes, quoi. Donc j'ai travaillé un petit peu dans le tourisme, puisque bon, c'était des petits jobs d'été, c'était facile, puis ça me plaisait beaucoup, l'accueil et tout, ça m'a beaucoup plu. Sauf qu'après, j'ai eu du coup une relation avec quelqu'un avec qui on vivait ensemble, qui lui avait des horaires de bureau. Et moi, en fait, je travaillais quand lui ne travaillait pas, puisque en tourisme, tu travailles tous les week-ends, tu travailles tous les jours fériés. Enfin, quand les gens sont en vacances, toi, tu les accueilles. Ouais, c'est un peu comme la restauration. Ouais, exactement. J'étais complètement en décalé. J'ai fait un peu de restauration aussi. Mais je me suis dit, en fait, non, parce que je veux quand même une vie de famille. Donc finalement, on va pas faire ça. Ah ouais, moi, j'étais dans un flou, c'était terrible, quoi. Puis après, j'ai dit, cherche autre chose. Je me suis retrouvée avec une prof qui était géniale, qui m'avait dit, ouais, BTS tourisme et tout, quand même, tu peux taper un peu plus haut, essaye de faire quelque chose, peut-être un DUT, quelque chose d'un petit peu plus poussé et tout. DUT, j'ai cherché et tout. Et puis, en fait, la communication, c'est arrivé parce que j'étais tout le temps en train de discuter, j'étais tout le temps en train de parler, j'étais tout le temps en train de faire des présentations, des machins, ça me plaisait beaucoup. Du coup, elle m'a dit, moi, je te vois beaucoup en communication. Je te vois vraiment là-dedans. Donc, du coup, je me suis renseignée. Bon, j'ai fait une année de fac un peu dans le vide parce que je m'étais engagée en tourisme. J'avais demandé le BTS tourisme et j'avais été prise et tout. Et puis, en fait, au dernier moment, j'ai dit, non, en fait, non, on va pas faire ça. Donc, je suis partie en fac, j'ai fait une année de fac. T'as essayé? Ouais, la fac, c'était pas fait pour moi du tout. Beaucoup trop de liberté, beaucoup trop de... Enfin, moi, ça m'allait pas, j'étais pas assez cadrée pour ça. Donc, j'ai fait peut-être un demi-semestre, un truc comme ça. Et puis après, je me suis réorientée et j'ai enfin trouvé à la fac un système d'orientation qui me convenait. Parce que alors, les conseillers d'orientation, ça a toujours été compliqué. Mais là, ils m'ont vraiment fait faire des tests avec des questionnements, etc. Sur quoi tu pourrais t'orienter, quoi. Et puis, ce qui est ressorti, du coup, c'était
la restauration, donc le côté de ma maman, puisqu'elle faisait ça et que moi j'allais travailler avec elle. L'agriculture. La restauration, c'était quoi? C'était plus la cuisine ou le service? Restauration, tourisme, donc service, accueil, ce genre de choses. Ouais, donc un peu toujours dans la com. Ben, être au contact des gens. Ouais. Et t'es ressorti ça, que j'avais déjà fait. Parce qu'en fait, les questions, c'était surtout est-ce que vous vous sentiriez capable de faire ça et à quel degré? Et du coup, c'est pas est-ce que tu sais faire, c'est est-ce que tu te sens capable de faire. Donc, du coup, tout ce qui était soin à la personne, etc., ça y était aussi. Donc, vu que j'avais fait sanitaire et social, ça collait pas mal. L'agriculture, parce que je me sens de faire, puisque j'ai grandi dedans, donc je me sens de faire, donc ça c'est ressorti. Et la dernière chose qui est ressortie, c'est la communication. Donc j'ai dit, bon, le reste, c'est pas ce que tu as envie de faire, donc pars en communication, quoi. Donc j'ai demandé DUT communication, je suis partie en DUT à Lyon. C'était dur. Le DUT, c'était l'enfer. Ah, vraiment, j'ai vécu 2 ans terribles. Très très compliqué pour moi. Moi, je suis partie d'un bac techno. J'avais des très grandes facilités au collège. Au lycée, c'était pas évident. En plus, mes parents sont séparés au milieu et tout, donc c'était un peu compliqué. J'ai réussi, j'ai eu mon bac parce que je l'ai passé dans quelque chose qui était... alors, c'était pas plus facile, mais c'était plus orienté sur des matières qui me plaisaient énormément. Donc du coup, vu que j'avais plus de coefficients en biophysiopathologie humaine, où j'ai explosé tout parce que j'étais passionnée, que en maths où je suis une cacahuète, forcément j'avais des meilleurs résultats. Je suis arrivée en DUT, waouh, je dis c'est pas possible, je savais pas faire. Ils m'ont demandé de faire des trucs, des rendus universitaires, des machins où il fallait étudier des textes et tout. J'étais là, moi je sais qu'est-ce que c'est que ce truc. C'était très compliqué et à chaque fois, vraiment je passais mes... Ric-rac. Ah ouais, c'était au poil, quoi. C'était vraiment aberrant. Et je l'ai eu, hein. Je l'ai eu. Alors, pendant longtemps, j'ai eu mon DUT par l'opération du Saint-Esprit, jusqu'au jour où j'ai fini par me dire non, en fait, par l'opération de moi-même, parce que c'est quand même moi qui ai passé les épreuves et qui l'ai fait. Donc, j'ai réussi à obtenir ce DUT. Et derrière, en fait, je suis rentrée chez moi en courant, parce que la ville, ça m'allait pas du tout. Et la communication, chez nous, bon, il y en a très très peu, quoi. On est dans des lieux où, quand tu es communicant, soit tu crées ton entreprise, soit tu as de la chance d'être embauché dans une entreprise qui a des postes de communication. Il y en a de plus en plus, mais il n'y en a quand même pas beaucoup. Et tous ces postes-là sont pris, globalement, en général par des jeunes qui viennent d'arriver, donc tu n'es pas prêt de voir la personne partir à la retraite et d'avoir une place. Et en fait, je suis rentrée parce que moi, j'étais pas bien. Mais j'aurais aimé faire ça. Je voulais travailler dans la com et en fait j'ai fait un stage à EDF. Ça se passait très bien. Moi quand je sortais et que je rentrais chez moi sur le bitume là et que les seuls arbres que je voyais c'était dans un parc, j'étais pas bien. Ouais, la ville ça te correspondait pas et ça te correspond toujours pas. Ah non, pas du tout. Moi, je suis partie, j'ai 2 tatouages là, c'est mes montagnes. Je les ai faites quand je suis partie à Lyon parce que j'étais tellement mal. Grenoble, je fais la fac à Grenoble, il y avait encore un peu des montagnes autour, c'était pas très loin. Lyon, c'était trop loin, il n'y avait pas de montagne. La seule colline que tu vois, c'est Croix-Rousse, machin, c'est une colline. Donc du coup, ouais, non, j'étais pas bien du tout, donc je suis rentrée. Et j'ai eu la chance de retrouver, j'ai trouvé un travail très rapidement en CDI, j'ai fait 1 saison en tourisme parce que je savais faire et que ça se trouvait facilement. Donc j'ai fait de l'accueil dans une réception en station de ski et puis après j'ai trouvé un CDI. J'ai été médiatrice numérique pendant 3 ans. Donc j'accompagnais les personnes sur les démarches dématérialisées et j'ai fait ça 3 ans. Puis j'étais enfermée dans un bureau donc en fait ça me plaisait pas plus que ça, quoi. Dernière étape du process. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Et à 25 ans, j'ai fait un début de burn-out. Donc c'était uniquement lié au travail et j'étais vraiment pas bien du tout. C'était en plus période Covid, donc on avait eu le confinement. Moi j'avais travaillé en télétravail le premier confinement. Le deuxième, on était ouvert puisqu'on faisait partie des services publics. Et en fait, moi... C'était de plus en plus compliqué. On avait une chef avec qui ça se passait pas forcément très bien. J'avais pas mal de pression. Et puis même, on devait renseigner les gens sur tout ce qui se passait, sur le Covid, sur les lois, sur tout ça. Donc beaucoup d'angoisse en fait. Et j'ai vu une occasion de me tirer de là.
Mais vraiment, on a changé, on va dire, de direction. Et du coup, ils ont refait les postes et on devait repostuler à nos propres postes. Ouais, c'est bizarre. Et en plus, c'était une communauté de communes, donc du coup, ils ont un truc en interne. Donc, ils ont d'abord proposé le poste en interne. Et nous, au début, on n'avait même pas le droit de postuler, alors que c'était les postes qu'on occupait. Moi, depuis 3 ans, donc bon, depuis 3 ans, ça va. Ma collègue, ça faisait 17 ans. On l'a pas très, très bien vécu. Et en fait, j'avais pris... du coup, bon, moi, j'ai été en arrêt pendant... Entre mes vacances et mon arrêt, ça m'a fait 1 mois de coupure. Et suite à ça, j'ai pris une semaine de vacances. Donc, je suis allée voir un médecin et tout qui m'avait dit c'est un début de burn-out. Moi, je me connais. Je dis mais comment c'est un début de burn-out? C'est-à-dire. Ouais, j'allais te poser la question à quoi tu l'as vu? C'est pas possible. Mais moi, je suis allée voir mon médecin. En fait, je me suis effondrée. Je me suis mise à pleurer. Je dis ça va pas, ça va pas. Je savais pas dire quoi d'autre. Ça va pas, ça va pas. Alors, moi qui sais parler, qui parle beaucoup. Je savais pas quoi lui dire, j'étais là, ça va pas, je pleurais. Tu sentais intérieurement que ça allait pas? Je pleurais, et en fait, à chaque fois que je partais au travail, j'avais une grosse boule là, j'étais pas bien du tout. J'angoissais tous les dimanches parce que le lendemain, il fallait y retourner. Enfin, c'était vraiment, j'étais mal. Et c'est pour ça que, du coup, mon médecin j'ai eu un médecin qui m'a dit, faites une dépression. Je lui dis, pas du tout. C'est pas ça. Il y a un problème, mais c'est pas ça, je suis pas en dépression. Par contre, ça va pas. Et derrière, je suis allée voir mon médecin qui m'a dit non, mais c'est pas une dépression, c'est une dépression liée au travail. Donc, c'est ce qu'on appelle un burn-out. Et donc, elle m'a un peu arrêtée. Ensuite, j'ai repris et je pleurais n'importe comment. Genre devant des gens qui venaient, des usagers qui venaient, si ça se passait pas très bien et tout. D'un seul coup, je me mettais à pleurer. Je disais pardon, je suis désolée et tout. T'accueilles des gens, tu les aides. Et tu te mets à pleurer, enfin, c'est comme si tu vas chez ta psy et qu'elle se met à pleurer, c'est pas possible, enfin, c'est pas normal. Donc du coup j'ai dit bon, je vais reprendre des vacances, j'avais reposé une semaine de vacances et j'ai posé cette semaine de vacances pour aller remplacer mon papa à la ferme. Donc lui, en 30 ans, il avait jamais pris de congé de plus de 2 jours et demi, 3 jours maximum. Et en fait moi j'ai pris une semaine où je lui ai dit tu pars, mais tu pars 8 jours. Tu vas chez ta sœur, tu vas où tu veux, m'en fous. Par contre, tu t'en vas et tu fais pas je pars 3 jours là, je reviens, je vérifie. Et... Non, tu pars pendant 8 jours. Et il est parti pendant 8 jours. Du coup, c'est-à-dire que toi, déjà à ce moment-là, tu te sentais en capacité de gérer durant... oui, moi j'ai grandi là-bas. Mais à ce moment-là, tu n'avais pas de formation? Non, j'avais pas de formation. Mais la formation, elle est théorique. La formation, que j'ai passée, c'est brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole. Parce qu'avoir une entreprise agricole, c'est pas juste donner à manger aux bêtes. C'est toute la gestion, tout ce qui va autour. Voilà. Là, tu me mets dans une bergerie, tu me dis, il faut s'en occuper, je m'en occupe. C'est pas un problème. Surtout que là-bas, je connais. Je sais où est la nourriture, je sais comment ça fonctionne, je sais faire. Là, en plus, c'était en hiver, donc les brebis, elles sont en intérieur. Il y a globalement juste à donner du foin, à donner de l'eau. Je sais faire puisque j'ai grandi là-dedans et je venais aider mon père pour tous les chantiers, etc. Je savais comment il fonctionnait. Parce qu'en plus, j'habitais pas loin, donc on se voyait très régulièrement. Donc je lui ai dit, tu prends des vacances. En effet, je me sentais capable de le faire. Il m'a expliqué un petit peu avant son fonctionnement du moment, puisqu'on n'a pas le même fonctionnement en fonction des saisons. Et puis, je lui ai dit, tu pars en vacances. Et en fait, je me suis retrouvée là, devant mes brebis, devant mes montagnes. Et j'ai respiré et j'ai dit, en fait, c'est ça qu'il me faut. Je dis, en fait, c'est ça que je veux faire. J'ai 25 ans, 3 diplômes, 4 formations différentes. J'arrive là et je me dis, en fait, c'était devant mes yeux depuis tout ce temps, quoi. C'était limpide. Je dis, c'est bon, c'est ça que je veux faire. Après, de tout ce que tu as passé comme formation, c'est pas perdu? Absolument pas. C'est pas perdu. Et je pense que tu en avais besoin pour te rendre compte de la mine d'or que tu avais sous les yeux. Complètement, de partir, de rencontrer d'autres personnes, de voir que la ville, c'était pas fait pour toi. Ouais, complètement, tout à fait. Surtout quand t'es jeune, la ville, la fête, les copains, machin, j'en ai profité aussi, mais j'étais pas bien du tout. Donc c'est vrai que ça te permet de voir ce qui te va et ce qui te va pas. Donc là, je savais ce qui m'allait pas, et là je me suis rendu compte. Du coup, ça, on est en quelle période? Là, on est, au moment où je me dis ça, on est en février-mars 2021. Donc là, c'est la semaine où tu as le déclic? Ouais, complètement. Et en fait, j'ai tout plaqué. Je suis partie en juin, j'ai quitté mon boulot.
Donc, Ouais, le temps de finir, le préavis, tout ça. j'ai demandé une rupture conventionnelle, donc le temps d'avoir la rupture, etc. Tout ça. Et j'ai quitté mon boulot. J'ai quitté mon mec au passage. J'étais dans une relation relativement toxique. Et quand je lui ai dit, tiens, je voudrais bien m'installer. Mais du coup, tu faisais un burn-out, mais si en plus dans ta vie Ouais, perso ça allait c'était pas, compliqué aussi, ouais. il n'y avait pas grand-chose qui allait à ce moment-là, quoi. Absolument, absolument. Sauf que tu t'en rends pas compte quand t'as le nez dedans, surtout dans ce genre de relation. Tu te rends pas compte que ça peut aussi empiéter sur tout le reste. Et lui, il était en télétravail aussi quand on avait fait cette période de confinement. Donc c'était très très compliqué. Mais surtout, ce qui m'a aussi fait le déclic de partir de cette relation, c'est bête, hein, parce qu'il y a énormément de choses avant qui auraient dû me faire partir. Mais ce qui m'a fait partir, c'est quand il m'a dit, je lui ai dit que je voulais m'installer avec mon papa, peut-être devenir agricultrice, éleveuse, tout ça. Il n'était pas derrière ton projet. Il m'a regardé, il m'a dit, mais tu veux faire fermière? Sérieux? Je dis, mais c'est quoi le problème? Ouais, enfin... Mais tu sais, fermière... Ouais, Extrêmement péjorative. Ouais, de manière très très péjorative. Tu sais, hier, je te Là, je disais, dis, dans les mots, il y a L'intonation. l'intonation. Ouais, complètement. L'intonation, là, vu comme tu le dis, Ouais. l'intonation, elle C'était était... pas cool. C'était pour pas, te dégrader, quoi. Ah, trop bien, t'es fermière, c'est génial de travailler dans une ferme. Tu vois, parce que fermière, ça vient de ferme, c'est pas Oui. péjoratif à la base. Non, mais La l'intonation, manière dont de- il l'a dit, je me suis dit, oula. Et je lui ai dit, c'est quoi le problème? Il me dit, ça pue. Oula, je me suis dit, oulala, alors les douches, ça existe pour commencer. Et puis, enfin, il y a énormément de choses à voir dans... Je dis, mais moi, le jour où tu veux devenir mécano et rentrer tous les soirs avec les mains noires et que je dois nettoyer tes fringues dégueulasses pleines d'huile, je te dirais, mais vas-y, mon chéri, fonce. Fais c'est ça que tu t'aimes, c'est ça que tu veux faire, fais-le. Et moi, je te dis que je veux m'installer en agriculture et tu me dis, tu vas puer. Là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Donc, du coup, je tout plaquais, tout. Le boulot, le mec. Et puis, on a recommencé. Mais c'est chouette que tu aies eu ce déclic-là quand même. Parce que pas tout le monde aurait pu même dire bon, bah ok, d'accord, je le fais pas. Et... Donc, ouais, il y avait beaucoup, beaucoup de choses derrière Oui. qui ont fait que j'ai stoppé cette relation-là. Mais ouais, je pouvais pas me dire... Là, je pense que c'était plus profond que juste j'ai envie d'eux. Parce que le j'ai envie, bon, tu peux passer au-dessus d'une envie. Oui. Là, je pense que c'était plus profond que ça. Et après, voilà, je me suis formée, je me suis inscrite du coup au BPREA, qui est une formation pour adultes, puisque moi, du coup, je me retrouve sans formation agricole, même si j'ai des connaissances. Et pour t'installer en agriculture, si tu veux demander la dotation jeune agriculteur, qui est une aide européenne, enfin maintenant c'est la région qui octroie ou non les dotations jeunes agriculteurs, tu fais un dossier, tu demandes et tout, et dans ton dossier, il faut qu'il y ait un diplôme agricole. Et vu que j'avais pas de diplôme agricole, et que la dotation jeune agriculteur, elle est quand même, on va dire, selon les endroits, selon les régions, entre 20 et 50 000 euros, tu craches pas dessus quand tu t'installes et que tu as un nouveau projet, etc. Bon, 20-50 000 euros en agricole, c'est pas grand-chose. Non, mais c'est toujours ça de prix. Mais c'est toujours ça de prix. Et en plus, c'est une dotation qui est liée au JA. Donc JA, c'est le jeune agriculteur, c'est celui qui s'installe. Là, en l'occurrence, c'est moi. Elle tombe sur ton compte à toi. Tu en fais ce que tu veux. Donc si tu veux la réinjecter dans ton entreprise, tu peux. Si tu veux changer ta bagnole ou je sais pas, t'acheter un studio à Aix, tu peux. Donc c'est vraiment lié juste à toi. Là, j'allais surtout pas cracher dessus. Donc du coup, j'ai fait une formation pour pouvoir demander la dotation jeune agriculteur et avoir un peu de théorie parce que moi, j'en avais pas beaucoup quand même. Et ensuite, donc ça a duré 1 an. On n'avait toujours pas trouvé de ferme. Donc l'année d'après, je me suis dit, je vais pas rien faire. Donc j'ai fait une autre formation. J'ai fait un CS, c'est un certificat de spécialisation en transformation et commercialisation de produits fermiers. Où il y avait donc en plus ça, un c'était volet quoi, communication. 2022-2023 Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai attaqué 2021, 2022, j'ai fait le BPREA. Et après, 2022-2023, j'ai fait le CS. Et ensuite, du coup, j'ai aidé à la ferme avec mon papa, j'ai aidé à la ferme de mon chéri aussi, puisque lui, il avait lancé un nouvel atelier avec des plantes aromatiques, donc il fallait planter, tout ça. Donc, ils avaient besoin d'un peu de main-d'œuvre, donc je les aidais pas mal, ça me plaisait bien aussi. Et puis après, on a fini par trouver la ferme donc, en 2024. Et achat de la ferme en 2025, là, tout début d'année. Du coup, avec ton chéri, vous êtes rencontrés comment?
On s'est rencontrés dans un garage. Ok. C'est pas par l'intermédiaire forcément de l'agriculture. Un petit peu, parce que Ok. la première fois qu'on s'est vu, c'était dans un garage. Et après, lui, il était au Jeune Agriculteur, donc au syndicat Jeune Agriculteur. Il était président du canton. Et moi, je suis allée dans ce syndicat-là. Et du coup, on s'est vu par ce biais. Et ça lui a permis aussi de me parler un petit peu, parce que c'est lui qui m'a invité aux réunions, etc. Ok. Donc, on s'est rencontrés aussi un petit peu dans cet univers. Et puis voilà, après, chercher une ferme, du coup, aux alentours de chez lui, parce que voilà, tu peux pas lui dire, ah bah tu déménages, alors que le gars, il a 300 brebis à nourrir, et qu'en plus, il a une maison sur place, quoi. C'était moi qui me déplaçais à ce moment-là, donc je me suis dit, c'est plus facile pour moi de trouver un truc plus près, même si ça n'a pas été évident, que lui demandait de partir. Donc du coup, ça s'est fait un petit peu comme ça. Et on a trouvé, donc truc de fou. Pour le coup, c'est... Oui, parce que là, après, t'es 100% imprégné, quoi. T'as ton papa, ton Ouais. chéri. Ah oui, bah ouais. Ton milieu qui te correspond. Ouais. Après, t'es dans un milieu... en fait, c'est un métier qui est tellement prenant. Et il y a tellement de... Comment dire? Je vois beaucoup... On va reprendre. Je vois beaucoup d'agriculteurs qui sont avec des personnes qui sont dans le social ou dans le soin. Énormément. Mon beau-père, qui est agriculteur, sa femme, elle est infirmière. Ma belle-sœur, qui est infirmière, elle est avec un agriculteur. J'en vois énormément. Et les gens qui sont dans cette situation-là se reconnaîtront. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et en fait, je me suis dit, ça se rejoint pas mal sur pas mal de choses. Et notamment le fait que tu choisis pas toujours. Parce que t'es dans le soin, t'es en train de t'occuper d'un patient, bip bip, c'est l'heure de partir. Tu lâches pas ton patient pour te barrer. Et tu fais pareil avec tes bêtes. Si t'es dans tes champs ou si t'es avec tes bêtes, que t'as une merde, que t'as quelque chose, t'as pas bip bip, c'est l'heure de partir. Tu pars pas parce que c'est l'heure, tu pars parce que t'as fini. Dans les deux cas. Et du coup, je pense qu'il y a des choses que tu peux comprendre dans les deux métiers. Et pareil quand t'es tous les deux agriculteurs. Parce que du coup, typiquement la dernière fois, il était en train de herser parce qu'il fallait finir de herser le champ parce que le lendemain il plantait. Il est en train de herser, il est 22h. Ok, enfin, c'est comme ça. C'est pas grave et je vais pas lui faire une scène quand il va rentrer parce que je ferai une scène s'il m'a pas prévenu qu'il partait et que je sais pas où il est parce que je vais m'inquiéter de où il est. Mais par contre, je vais jamais lui dire ouais, t'aurais pu rentrer plus tôt. Moi, quand je rentre moi et qu'il est 22h, il me dit pas t'étais où, tu pourrais rentrer plus tôt. Ben non, justement, je ne peux pas. Et du coup, t'es avec quelqu'un qui est en capacité de comprendre ça parce que un coup Mais c'est lui, un lui, coup il vit c'est la moi. même chose aussi. Exactement. Donc, Tu vis la même chose, donc tu te comprends. Mm. Donc du coup, je pense que j'étais aussi en recherche de quelqu'un qui puisse comprendre ça. Vu que j'avais vécu un gros stop et un gros refus de tout cet univers, je pense que c'était bien de rencontrer des gens et d'être avec quelqu'un qui puisse comprendre ça et qui puisse être un minimum compatissant, quoi, on va dire. T'arrives à mettre un nombre d'heures sur ta semaine ou c'est compliqué? C'est compliqué. Ou une tranche ou... C'est hyper compliqué parce que ça Après, dépend bien évidemment, ça dépend des des périodes. semaines et ça dépend des périodes. En période de foin, tu vas avoir beaucoup plus d'heures, tu comptes pas tes heures. En période de mise bas, pareil, tu as énormément d'heures en plus. Alors, là, la dernière fois, on avait compté avec mon père quand on faisait des semaines à 70 heures à peu près, en ce moment. Mais là, il n'y a pas de mise bas. Et Après, quand là, tu fais maintenant, des il y a les semaines de fromages. 70 heures, est-ce que toi, tu les vois quand même passer ou vu que tu es vraiment dans ton environnement, ça va? Les journées sont beaucoup trop courtes, les semaines aussi, et les mois aussi. C'est-à-dire que tu travailles tout le temps, mais t'as jamais assez de temps pour faire tout ce que t'aimerais faire. C'est assez compliqué, ouais. C'est assez compliqué. Et c'est moi, pour je ça, prône pour les journées de 72 heures. Ah ouais, non mais il y a des fois où tu te dis c'est pas possible. Enfin, t'as beau te lever tôt, te coucher tard, t'arrives pas à faire tout ce que t'as à faire dans ta journée. Puis en plus, c'est toujours, et c'est ça qui est sympa aussi dans ce genre de métier, c'est que tu sais jamais ce qui va t'arriver. T'as toujours un truc, et c'est toujours quand t'as prévu quelque chose. Ce matin, je devais venir ici, et bah c'est ce matin où la seule fois de la semaine où mes chèvres, elles ont pas voulu rentrer dans le parc, où j'en ai une autre que j'ai retrouvée dans le bâtiment parce qu'elle a pas voulu sortir, parce qu'elle était pas au bon endroit quand on est parti. Je reviens, elle est là, et il faut la ramener au parc, et ça m'est jamais arrivé depuis 2 semaines. Le seul jour où j'ai prévu un truc avec un horaire, quelque chose de calé, c'est là que ça arrive. C'est comme ça. C'est-à-dire, nos copains, quand ils nous invitent, ils nous donnent même plus d'heures. Ils disent, ouais, vous venez manger. Et puis on mangera en fait quand tout le monde sera là, quoi. Tu le sais. Il y a pas de... Des fois, moi, ça me défrise un peu parce que moi, j'aime bien quand même à la base que les choses soient un minimum prévues.
Mais c'est comme ça. Et puis les copains, souvent, c'est des agris aussi, donc ils comprennent aussi que t'es pas à la minute près et que t'es dans ton champ, tu finis ton champ avant de venir, quoi. Après, il y a des périodes où c'est difficile pour prévoir des loisirs, des choses comme ça, ou partir quand mon chéri il moissonne l'hiver, n'importe quoi. Il moissonne l'été pour une CUMA, donc du coup, c'est lui qui va moissonner dans les champs de toutes les personnes qui sont dans la CUMA. Donc il en a quelques-uns à faire. Et pareil, tu sais pas exactement à quelle heure tu vas finir. S'il fait beau, tu nous vois pas arriver. S'il pleut, on est en avance, quoi. C'est tellement aléatoire. Et puis bon, non, les gens ils le savent, et puis tu fais avec, quoi. C'est quoi que tu préfères dans ton métier ? J'aime énormément de choses dans mon métier, mais je pense que ce que je préfère, c'est le contact avec les animaux. Déjà, j'aime beaucoup tout l'aspect soin qui rejoint du coup le bac que j'ai fait et l'envie que j'avais avant d'être infirmière. Au tout début, quand j'étais au collège, je voulais être vétérinaire. Ok. Et aujourd'hui, je le suis un petit peu finalement. Donc ça, j'aime beaucoup cet aspect-là. Et le fait d'être dehors dans la nature. Après, il y a aussi l'aspect liberté. À l'heure actuelle, je suis propriétaire, je suis chez moi. Je travaille tous les jours, mais pour moi. Donc je suis libre à tous les niveaux. Il y a des tas de niveaux où on n'est pas libre parce que dans tout ce qui est administratif, il y a des tas de choses qui sont très compliquées dans nos métiers. Il y a des tas de contraintes. Tous les soirs, on doit faire la traite, c'est tous les soirs, c'est comme ça. Mais je suis libre. Je suis libre d'y aller 1 heure plus tard si j'ai besoin. Je suis libre de choisir, je vais les faire pâturer dans tel champ. Je suis libre de dire dans ce champ-là, je vais faire de la luzerne et dans celui-là, je vais faire plutôt du sainfoin. J'ai l'impression d'être libre dans toutes mes décisions. Dans la fromagerie, je vais faire tel fromage parce que j'ai envie de faire tel fromage. Je vais faire tel marché parce que j'ai envie de faire tel marché. Et du coup, ça me plaît beaucoup aussi. Tu arrives à avoir une vision en termes de chiffre d'affaires sur les années à venir ? Alors, on nous oblige à ça parce que justement, j'ai demandé la dotation jeune agriculteur et même j'ai fait des prêts auprès de la banque. Donc, on nous demande d'avoir un PE. Mais la seule chose dont tu es sûr, c'est les primes. Parce que les primes de la politique agricole commune, donc les primes de l'Europe, tu es en capacité de les calculer à l'avance puisque c'est en fonction de ce que tu déclares. C'est la seule chose dont tu es sûr, tout le temps. C'est pas juste parce que je m'installe, c'est tout le temps, c'est la seule chose. Tant que ça bouge pas, tu sais que tu vas toucher tant grâce à la politique agricole commune qui, je le rappelle, à la base est présente pour les consommateurs et pas pour les agriculteurs. C'est vraiment des primes en fait, c'est pas une aide ou c'est à la base la politique agricole commune elle est là pour que nous on puisse vendre des produits à un prix qui puisse être consommé. Parce que si moi à l'heure actuelle je vends mes produits à un prix qui me permet de manger et de vivre, toi tu pourras pas te permettre de l'acheter, toi non plus. C'est vraiment à la base la PAC elle a été faite pour les consommateurs. On est le seul métier où on est autorisé à vendre à perte. Le seul. Il n'y en a pas d'autre. En fait, ça compense ta marge. C'est ça. Ça compense pour que vous puissiez payer moins cher, en fait. C'est ça. L'idée, c'est celle-là. Après, à l'heure actuelle, elle est basée en fonction de l'hectare, en fonction de tout un tas de choses. C'est tout un système qu'il faudra, je pense, revoir assez rapidement. Je pense que là, ça commence à s'essouffler un petit peu. Mais on est vraiment sur un système qui permet de vendre des produits moins chers, même si à l'heure actuelle ça a augmenté, parce que tout augmente. Si on les vendait pour que nous on puisse manger, et si on n'avait pas les primes, on ne pourrait pas se permettre, on ne pourrait pas manger. Tu travaillerais à perte tout le temps. Ouais. Ça te coûterait plus cher de travailler que de... Complètement. C'est ce qui s'était passé quand mon papa avait essayé de faire du bio, parce que nous on est dans un endroit qui est assez compliqué. On était à 1200 mètres d'altitude, on était en haute montagne, et il a essayé, du coup il s'est engagé. Donc quand tu t'engages en bio, tu t'engages pour 5 ans. Et du coup il s'est retrouvé dans un schéma qui était en plus assez compliqué, puisqu'il s'est retrouvé à acheter du foin qui venait d'ailleurs, puisque c'était du foin bio, alors qu'avant il le prenait à son voisin qui était juste en dessous. Donc du coup il faisait monter du foin en camion. Donc le bio, à la base, c'est tout un système, t'es vraiment dans une démarche. C'est pas juste je fais du bio pour faire du bio. Tu fais du bio aussi parce qu'il y a un côté écologique, parce qu'il y a tout un... Tu fais monter un camion alors que ton voisin fait du foin. Mais le voisin, il fait pas du foin bio. Donc t'as pas le droit de le donner à tes animaux, parce que tes animaux, ils sont déclarés en bio.
Du coup, tu te retrouves dans un truc où tu dis, mais attends, le camion, lui, il pollue, il monte, le voisin, il va devoir faire partir un camion parce que du coup, tu lui prends plus son foin. Ensuite, on a acheté du coup de l'aliment pour nourrir nos agneaux parce qu'on n'est pas autonome. L'aliment, il coûte 2 fois le prix du pas bio. Du pas bio, du conventionnel. Et derrière, quand on vendait notre agneau, eh ben, on se retrouvait pas tout ce qu'on avait dépensé pour le nourrir. Donc du coup, on s'est retrouvé dans un système où on était à perte. Donc en fait, il a fait les 5 ans d'engagement et il a dit je peux pas, c'est pas possible parce qu'on n'était pas autonome. Je pense que le bio, ça fonctionne si tu es autonome. Ça veut dire c'est toi qui produis tout ce dont tes animaux ont besoin. Donc si tu produis tes céréales, si tu produis tout ça, tu arrives à t'en sortir. Mais si tu as des intrants, c'est même pas la peine. Il faut commencer à avoir une exploitation assez importante Ouais, pour pouvoir être suffisamment autonome pour être rentable, quoi. Quand tu as une petite exploitation et que tu dois acheter, ça fonctionne pas. Surtout qu'à l'heure actuelle, bon, le bio, c'est même compliqué. Et puis, on a la chance, je sais pas pour ça continue, mais d'avoir un cours de l'agneau en ce moment qui est exceptionnel et depuis longtemps, ça dure. Donc, du coup, ça, c'est chouette. Mais tous ceux qui ont fait du bio, ils s'y retrouvent pas spécialement, quoi. Et puis, même à l'heure actuelle, au niveau de la consommation, ça commence à être en baisse aussi. Et c'est un marché qui devient compliqué. Mais tout dépend tout le temps de tout, quoi. Donc, Et du coup, tout ça, t'en avais conscience avant de te lancer? Ça t'a pas effrayé? Ça t'a pas fait peur? Ou alors tu t'es dit, je vais relever le défi, le challenge? Ouais, j'ai jamais eu peur. C'est ça qui est rigolo. Je pense que si t'as vraiment peur, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Je parle pas de la peur du je connais pas bien, ou j'hésite à me lancer, ou je sais pas quel prix je vais donner, est-ce que ça va marcher? Pas ces questionnements-là. La peur profonde, je pense que c'est un signal où il faut pas y aller. Moi, j'ai jamais eu peur parce que justement, j'ai conscience de tout ça. Je pense que l'inconscience, ce serait justement d'y aller sans savoir. J'ai une copine qui s'est installée très loin d'ici, mais en vache, aujourd'hui, elle regrette de s'être installée. Parce que c'est la misère. Parce qu'elle n'avait pas conscience que ça allait être autant la galère. C'est ça. Elle s'était pas rendue compte. Donc oui, c'est beau, t'es dans la nature, t'es avec les animaux, c'est chouette, etc. Mais derrière, il y a des tas de choses qui font que tu peux... Une année, tu peux être tellement dans la merde que pendant 4 ans, ça va être la galère. Tu sais pas. Et encore, je parle en une année, 4 ans. C'est pas beaucoup pour une entreprise. Et encore moins pour une exploitation agricole. Tu peux... Il y a des... Nous, on est dans l'élevage, mais les arboriculteurs, par exemple, ils peuvent tout perdre. Toute leur récolte en une nuit, en un orage, d'un seul coup. En 1 heure, il y a tout qui plus rien. Ouais. En élevage, c'est moins vrai. Mais si demain, le cours de l'agneau, il se casse la gueule, vraiment, et que tu fais que de l'agneau, ben pareil, t'es dans la merde, quoi. Oui, parce que tous les frais que t'as injectés au départ... Et puis les frais, tu les as. Hein. Et du puis coup, les factures, il faut les payer. T'as des assurances quand même? Il y a des assurances qui existent, ouais. Il y a des assurances pas mal pour tout ce qui est naturel. Donc, si ta grêle, elle défonce ton champ de blé et que t'as pas pu le récolter, il y a des assurances, mais il faut souscrire à l'assurance. Qui coûte du coup très cher. Qui coûte un certain prix. Donc, si t'as un champ de blé, tu le fais pas. Si t'as énormément d'hectares... si t'as que ça... si t'as que ça, tu le fais. Ouais, complètement. Est-ce que tu as lu le livre L'Alchimiste? Oui, et je l'ai gardé sur ma table de chevet pendant très longtemps. Parce que ça doit te parler du coup à toi. Ouais, carrément. J'adore ce bouquin. Je l'adore et j'aimerais le relire, mais j'ai pas trouvé le temps encore. Mais ouais, carrément, je l'ai toujours. Parce que du coup, ouais, ça me fait carrément penser à toi là. Complètement. Très bonne lecture à conseiller à n'importe qui. Déjà, c'est une très bonne lecture. Et puis en plus, toi, au vu de ton parcours, l'environnement que c'est un berger à la base, et la légende personnelle, là, tu es à fond là. Carrément, complètement. Sinon, niveau lecture, tu lis autre chose? La Bible. Où ça t'arrive de lire? Je lis la Bible par petites bribes. Et j'essaye un petit peu de temps en temps. De temps en temps, j'essaye de couper les réseaux sociaux à une certaine heure pour avoir le temps de lire. Mais j'ai très peu de temps, quoi. J'y arrive par période. Par période, je lis des bouquins un peu historiques des fois, sur les guerres, ce genre de choses. Ça, j'aime bien. Mais c'est compliqué. J'ai toujours un bouquin d'ouvert sur l'élevage ovin, un sur la transformation fromagère actuellement, et sur l'élevage caprin, mais c'est des ouvrages qu'on va aller ouvrir pour rechercher une information.
en règle générale. On va pas le dire d'une traite. Mais j'ai pas le temps. Tu n'utilises pas ChatGPT pour avoir les infos? Ça m'arrive, mais plus... pas en agricole. Je l'ai jamais fait sur l'agriculture, plus pour m'aider sur mes réseaux, par exemple, ce genre de choses. Ou alors une info qui, je sais, va être très chiante à trouver sur Internet. Mais non, pas pour l'agriculture. Pour l'agriculture, j'ai mon encyclopédie personnelle, c'est mon papa. Donc déjà, c'est la première chose à laquelle je me réfère. En plus, j'ai la chance d'avoir un papa qui a passé plusieurs diplômes et qui, à l'heure actuelle, fait des formations même. Il est formateur justement dans les formations que moi j'ai passées. Donc je sais qu'il sait beaucoup de choses et il sait se renseigner. Il a pas mal de cours que lui, il a passés. Il les a toujours, on a une grosse malle. Dans son déménagement, je te dis pas le poids de la malle. Où il a tous ses cours. Et de temps en temps, il va jeter un œil, il vérifie, etc. Parce que c'est des infos en fait qui sont intemporelles. Il y a des tas de choses qui évoluent. Mais l'élevage en lui-même, ça existe depuis la nuit des temps. Et même si les pratiques évoluent, il y a des choses qu'on sait depuis très très longtemps. Les manières de faire, les pâturages tournants, etc. Tout ça, c'est des choses qui existent, même si aujourd'hui on met des nouveaux mots sur certaines pratiques. Des choses qui existent depuis vraiment très très longtemps et que lui, il a appris même dans ses BTS. Il a tout dans une malle, là, de temps en temps, on ouvre la malle, on va chercher l'info, hop, et puis on l'a. Et du coup, vous êtes des fois en désaccord, vu que vous n'êtes pas de la même génération et de la même époque? Alors, j'ai énormément de chance, parce que mon papa est quelqu'un de très ouvert. Et je l'ai vu, quand j'ai passé mon BPREA, je me suis retrouvée avec des jeunes, parfois très jeunes. Quand je dis très jeunes, c'est sortis de CAP, enfin, c'est vraiment assez jeune. Ils savent ce qu'ils veulent faire, donc c'est super. Ils vont récupérer l'entreprise familiale, donc ils vont poursuivre après leurs parents, etc. Mais chez eux, c'est on fait comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on fait comme ça, on a toujours fait comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Ça fait 30 ans qu'on fait comme ça et il n'y a 30 pas ans de raison de changer. 30 ans. Ouais, Ouais, c'est la ça trame fait des générations. C'est la trame de la famille, Et quoi. c'est Ouais. ça, c'est vraiment... moi, mon papa, il a tout construit lui-même. Son père, il n'était pas, à son grand malheur, parce qu'il aurait aimé, il n'était pas agriculteur, son père. Donc, on n'a pas ce truc de ça fait des générations qu'on fait, etc. Il y a des familles, ça fait des générations qu'on pratique ça de cette manière-là, c'est pas demain que ça va changer. Et tant que le père n'est pas parti à la retraite, le gamin, il fera ce que le père dit. Et quand le père sera parti à la retraite, le gamin sera souvent tellement habitué à faire de cette manière-là qu'il ne la changera pas. J'ai vraiment vu ça dans les personnes que j'ai côtoyées dans mes différentes formations. Et moi, j'ai la chance, c'est que mon papa, il a ses manières de faire, il a ses pratiques, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Il a ses connaissances aussi. Mais il est toujours ouvert à mes propositions. Il va m'apporter sa connaissance dessus. Ça, j'ai essayé, ça marche pas pour telle raison, etc. Pour pas que je me plante. Par contre, si tu veux essayer, on essaye. C'est vraiment... pédagogique. Ouais, complètement. Et dans les projets qu'on veut mettre en place, à l'heure actuelle, je crois qu'il m'a jamais dit non. Ok, du coup, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu as eu testé, du coup, là, dans tes premiers mois qui n'ont pas fonctionné? Et à contrario, qu'est-ce qui a fonctionné? Là, on n'a pas eu le temps de trop... T'as pas assez de recul? Ouais, j'ai pas assez de recul. Là, en plus, là, on a le nez dedans. Pour mettre en place des choses, il faut longtemps. Pour vraiment mettre en place l'exploitation, etc., là, on en a pour 3-4 ans. Pour vraiment faire ce qu'on veut au niveau des cultures. Là, on récupère des cultures qui n'ont pas été spécialement entretenues, etc. Donc, il va falloir retourner, il va falloir travailler la terre, il va falloir un petit peu faire des rotations pour pouvoir apporter aussi ce que la terre a besoin, pour sortir ce qu'on veut, etc. Donc, ouais, du coup, ça, je te coupe, mais ça m'intéresse. À partir de quand tu sais que tu dois bouger au niveau de la terre? Ça dépend ce que tu fais dessus. Mais là, toi, en l'occurrence, c'est quoi les repères ou... Par exemple, quand ça pousse plus, ouais, ça, t'as plus rien, ça devient compliqué et ça dépend de la culture que tu vas faire dessus. Par exemple, quand tu fais une luzerne, toi, tu vas semer tes graines de luzerne. Ta luzerne, elle va pousser. La première année, en général, elle pousse un peu. La deuxième année, t'es à fond. Elle va pousser 3-4 ans. Au bout de la 4e année, le rendement, il baisse. Donc, selon ce que tu veux faire, tu sais qu'au bout de 3-4 ans, Il faut changer. tu recommences. Tu rechanges.
En général, soit tu recommences, soit tu changes, comme ça tu mets une autre culture qui apporte autre chose à la terre. Et derrière, pompe autre chose, du coup. voilà, c'est ça. Et du coup, tu équilibres comme ça. Après, tu fais aussi comme tu peux. Parce que tu n'as pas toutes les surfaces de l'univers. Et des fois, tu es bloqué dans tes rotations. Tu ne peux pas faire comme tu veux. Et tu dis, bon, tant pis, là, on fait comme on peut. Et c'est très souvent en agricole que tu fais comme tu peux, plus que comme tu aimerais. Mais ouais, il faut au moins 3-4 ans pour avoir un truc vraiment qui tourne, qui fonctionne de la manière dont toi tu veux. Là, j'ai pas assez de recul pour savoir. Parce qu'on a vraiment récupéré quelque chose d'existant qui fonctionnait. Et du coup, tu arrives avec tous les bagages de ce qu'il y avait avant. Donc, tu as toutes les problématiques, tu as tout ce qui a été fait et tu as tout ce qui n'a pas été fait. Donc, du coup, tu te débrouilles un peu avec ce que tu récupères. Et puis, petit à petit, tu changes un peu quelque chose. Petit à petit. Et puis, il faut pas oublier qu'on travaille avec du vivant. Donc, toi, tu rentres dans ton bureau, ça te plaît pas, machin, tu veux tout changer, tu pètes tout, tu pètes les murs, tu changes tout, terminé, t'as tout changé, pas de problème, ça t'a pris, allez, une semaine si tu es 24 heures sur 24, un mois si t'as pas trop le temps, mais t'as tout changé. Nous, c'est pas possible, travailler avec du vivant. Si on change les rations des bêtes du jour au lendemain, si on change la manière de fonctionner du jour au lendemain, si en fait tu vas en troupeau, t'en achètes un autre. Parce que sinon, t'achètes des bêtes qui sont bébés, du coup, tu les fais grandir à ta manière, et du coup, elles s'adaptent à toi à mesure. Là, on a des bêtes qui fonctionnaient déjà, on peut pas se permettre de tout modifier, tout C'est changer. rigolo, parce que j'allais te parler un petit peu comment ça se passait l'alimentation et les rations. Et ben, pareil, ça se passe comme tu peux aussi. Là, on fait avec ce qu'il y a. Et non, mais t'aurais potentiellement une idée de combien peut manger une bête ou combien elle a besoin? Et ben, ça dépend des résultats que tu veux. Parce que là, on est en chèvre laitière, par exemple, donc, et ça dépend ce que tu lui donnes. Donc, une chèvre, elle va manger, admettons, on va dire du foin, du grain. Si tu la mets dehors, elle va manger moins de foin. Le grain, elle va toujours en bouffer. Le grain, tu peux aller jusqu'à 500 grammes par jour, on va dire, pour une bête, si tu veux qu'elle devienne belle, pas tout d'un coup. Donc au début, tu vas donner un petit peu, petit à petit, pour que son estomac aussi, il s'habitue, comme nous, quoi. Enfin, ouais, tu fais plusieurs portions sur la journée? Non, Ou c'est qu'une fois dans la journée? Nous, on le fait qu'une fois. Mais tu vas progressivement? Tu peux faire 2 fois, mais tu fais progressivement. Donc au début, tu vas donner, allez, 100 grammes. La journée d'après, tu vas donner un peu plus, etc. Là, par exemple, à l'heure actuelle, on a un problème. La problématique de la ration, c'est qu'on a des auges donc, qui sont comme ça et qui sont sur tout le long. Donc tout le monde mange dans les auges et il n'y a pas un bol par bête. Donc du coup, elle fait ça et sur 1 mètre, elle ratisse à droite à gauche facilement. Tu verses au seau, donc tu ne sais pas exactement ce que tu donnes. Donc du coup, on calcule en fonction de, il y a tant de bêtes à cet endroit-là. Si on veut donner 400 grammes par bête, ça fait tant de kilos et on verse le tant de kilos en essayant de répartir du mieux possible. Mais oui, potentiellement, t'en as une qui pique X grammes à droite, X grammes à gauche. Il y en a une qui va manger 700 et l'autre 100, quoi. Pas à ce point, mais ouais, c'est pas équilibré. Donc du coup, ça, pour pallier ce problème, nous, on va créer une salle de traite qui n'est pas encore existante, puisque pour l'instant, on traite sur air paillé. Et ça fait partie des choses que je vais mettre en place. Dans la salle de traite, il y aura un bol, une portion en fait par bête, et du coup chaque bête a sa portion. Donc la bête qui est un petit peu plus maigre, qui a un petit peu plus de mal à prendre, etc., tu peux augmenter un peu sa ration s'il y a besoin, ou la modifier, et celle qui est déjà en train d'exploser parce qu'elle est tout le temps en train de faire les fins de bol des unes des autres. Comme nous les humains. Voilà, exactement, tu peux me donner un peu moins, ou ça permet de rationner. Le but de la ration, c'est vraiment d'avoir une ration par bête. Ça fait partie des trucs qu'on aimerait mettre en place et qu'on n'a pas encore eu le temps de faire. Donc là, c'est vraiment trop récent pour que je te dise... Ouais, et puis là, c'est un des axes priorité, non? La ration, c'est super important dans votre job. Ouais, complètement. Du coup, nous, on l'a augmenté un peu parce que quand on est arrivé, je l'ai trouvé pas hyper joli parce que moi, j'aimerais avoir des bêtes... parfaite, tu vois, qu'elle soit belle, qu'on voit 0 côte, que c'est des laitières, donc forcément elles sont un peu maigres, c'est obligé. Moi j'aimerais qu'elles ne le soient pas du tout, ce n'est pas possible, voilà, on le sait, mais j'aimerais vraiment qu'elles soient jolies, qu'elles aient le poil soyeux, qu'elles puissent profiter dehors comme dedans, tout le temps, etc. Donc quand on est arrivé, elles étaient pas comme moi j'aurais aimé. On a augmenté la ration petit à petit, il y en a une qui en a trop bouffé d'un coup.
aujourd'hui, elle n'est plus là pour le dire. Parce que vraiment, c'est dramatique. Donc la ration, c'est plus que important. C'est la base de tout. Ça va être la base de l'état de tes bêtes. Ça va être la base aussi de ce que tu vas fabriquer derrière. Donc le lait, une bête qui mange pas, qui mange mal, elle va faire moins de lait. Elle va faire du lait qui est moins riche. Derrière, nous, on fait des fromages. Donc du lait moins riche, ça veut dire moins de fromage aussi. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. Et c'est ça qui me plaît aussi dans les chèvres et dans le fait de transformer. C'est que tu gères tout de A à Z. Mais du coup, ça te donne aussi énormément de possibilités pour merder. C'est-à-dire que vu qu'il faut tout gérer, eh ben, tu as beaucoup de moyens de te planter quelque part. Donc petit à petit, on équilibre les choses, on augmente la ration doucement. Après, on essaye de voir est-ce que le Saint-Foin, ça serait pas mieux, parce que là, on fait avec ce qu'on a. Parce que là, à l'heure actuelle, moi, j'ai pas le budget pour pouvoir aller acheter ce que j'aimerais qu'elle mange. Donc on fait avec ce qu'il y a. Il restait du maïs, il restait du Saint-Foin qu'on avait fait acheter à l'ancien propriétaire. On donne ça, on essaye d'équilibrer. Là, elles mangent dehors, donc on le voit, elles sont en meilleur état, elles sont plus jolies. Et puis même, je pense que les bêtes, elles sont comme nous, elles ont besoin mentalement aussi d'être dehors, de voir le soleil, de prendre de la vitamine, de tout ça. Ouais. Et que je les vois, elles sautent dans les champs, elles sont contentes, elles sont ravies d'aller dehors. Donc tout ça, ça fait partie du fonctionnement global. Et puis derrière, tu fais la traite, tu vois ce qui sort. Tu vois combien de fromage tu fais avec, et puis en fonction du goût des fromages aussi, selon ce que tu donnes à manger, ça peut changer le goût du fromage. Donc la ration, c'est vraiment la base. Ouais, c'est la base de la pyramide. Ouais, Et vous allez vraiment. faire du végétaux aussi, ou toi tu t'occupes que des bêtes et c'est la seule chose que tu vas acheter du coup? On a un petit peu de terrain en location, du coup, en plus de ce que nous on a acheté, puisque ce qu'on a acheté, en fait, il n'y a pas beaucoup d'hectares, même si c'est des très bonnes. C'est très bon pâturage, parce que bon, il y a de la filante partout. La filante de Montpellier, c'est une plante qui est très très riche, et pour les bêtes, c'est extrêmement intéressant. Donc on était ravis de voir ça quand on est arrivé. Nous, on a vu de l'or sur les cailloux, quoi. Et puis on a en location, heureusement, puisqu'on n'a rien pour faire les fourrages nous, dans ce qu'on a acheté. Donc on a en location plusieurs hectares autour. Et du coup, on va pouvoir faire notre foin. Alors, est-ce qu'on va réussir à faire le foin pour les chèvres? On ne sait pas encore, parce que... Enfin, on sait que cette année, on ne pourra pas, mais les chèvres, elles ont besoin de plus que les brebis, puisqu'elles font du lait. Donc, du coup, pour avoir du lait, il faut plus de matière azotée, il faut beaucoup plus... faut qu'elles mangent plus aussi, en quantité. Donc, c'est plus fin, une chèvre. C'est un peu... mange un peu gastro, tu vois. C'est un peu... ça, c'est un peu trop épais, j'en veux pas. Je préfère ça, je vais manger ça. C'est vraiment... Tu la lâches dans un champ, la chèvre, elle va manger toutes les pointes. Elle va pas aller... brebis, aratis, elle s'en tape un peu. La chèvre, elle va manger toutes les pointes. Et après, elle te regarde, genre à la suite. Eh ben, mange tout d'abord, quoi. Non, non, la chèvre, elle aime bien les feuilles. Ouais, elle aime bien ce qui est bon. Tu vois, c'est fin. Donc, du coup, elle va faire des refus, beaucoup. Enfin, c'est pas la même manière de s'en occuper. Niveau alimentaire, c'est assez spécial, ouais. Et du coup, vous avez combien de bêtes en tout? En tout, à l'heure actuelle, on a 50 chèvres. Je vais garder 30 chevrettes en plus. Donc, ça fera 80. Et on a 200 brebis sur l'autre ferme pour le moment. Et à l'automne, on ramène tout le monde. Ça fait quand même pas mal de bêtes à s'occuper. Hein. Ouais, ça fait pas pour mal. Deux personnes. Ça fait pas mal de bêtes à s'occuper. Après, les brebis, bon, c'est tu t'en occupes en troupeau. C'est moins individuel que les chèvres. Quand je disais à la ration, tu peux faire un peu un bol chacune, machin. Les brebis, on fait beaucoup moins ça. T'as une brebis qui est malade, tu vas la mettre à côté, tu vas t'en occuper particulièrement. Mais globalement, tout le monde mange pareil. Tout le monde. Nous, on met des râteliers ronds avec une grosse botte ronde au milieu, et elles sont en self-service. Et comme ça, elles mangent comme elles ont besoin. Et après, là, en ce moment, elles s'autorégulent beaucoup plus facilement. Complètement. Et puis, elles mangent en fonction de leurs besoins. Donc, celle qui a plus besoin de manger, elle pourra manger plus. Et puis, celle qui est rassasiée, elle peut arrêter de manger, quoi. Quand elles ont comme ça à manger en permanence, elles se régulent assez facilement. Puis maintenant, elles commencent à aller dehors et tout. Donc, c'est encore autre chose. Oui. Mais, si tu veux acheter une chèvre ou une brebis à l'unité, c'est quoi les coûts? Ça dépend. Ça va dépendre de la race. Ça va dépendre si elle va coûter plus cher s'il y a de la génétique derrière. Donc si elle a été sélectionnée, si c'est une très bonne chèvre laitière, ça va te coûter beaucoup plus cher. Parce que là, toi, par exemple, dans les quantités que tu as,
c'est toutes les mêmes ou c'est plusieurs races différentes? Non, là on a plusieurs races différentes. J'ai de l'alpine, donc ce qui se fait beaucoup ici, c'est celle qui est marron, en général avec un petit trait noir sur le dos. C'est une bonne chèvre laitière. Maintenant ils ont fait beaucoup de sélections sur la race alpine, donc c'est une bonne chèvre laitière qui est pas hyper rustique, mais elle s'adapte, on va dire. Et il y a quelques Saanen aussi dans le troupeau, c'est les blanches. La chèvre Saanen, c'est la Holstein des chèvres. Donc c'est vraiment la chèvre laitière par excellence. Elle pisse le lait. Par contre, dans le lait, il y a moins de taux que dans l'alpine par exemple, ou dans la Rove qui fait beaucoup beaucoup moins de lait mais qui a des très bons taux. Donc ça va plus être pour un élevage qui vend le lait parce que tu veux de la quantité. Ouais, volume. Voilà, nous on est partisans d'avoir un bon lait avec des bons taux pour faire du bon fromage et quitte à avoir un peu moins de lait, à rajouter à la limite quelques chèvres pour faire un peu plus de volume. Mais on s'est dit qu'on misait plus sur la qualité. Et après, il y a des croisements aussi un petit peu. Là, moi, j'ai acheté un nouveau bouc, j'ai acheté un bouc provençal, qui est une race où il y a beaucoup plus de couleurs et qui est une race qui est beaucoup plus rustique parce qu'on veut les mettre dans les parcours. Donc les parcours, c'est la forêt en fait. Et les chèvres, ça adore manger la tête en l'air, les feuilles et tout. Donc du coup, on veut les mettre dans des endroits où elles vont être bien et où ça répond aussi à leurs besoins naturels. Une chèvre, ça monte en l'air, ça adore les rochers, enfin ça va dans des endroits où tu peux pas aller les chercher très clairement. Mais c'est dans leur nature, quoi. Donc du coup, le but, c'est aussi de respecter ça. Et du coup, on a mis des chèvres qui sont un petit peu plus rustiques pour pouvoir partir dans la forêt et qu'elles puissent s'éclater là-bas, quoi. Il y a du conflit des fois entre les chèvres? Tout le temps. Tout le temps, ouais. Les chèvres, c'est rigolo parce que ça n'a pas du tout le même fonctionnement que les brebis, donc il y a des trucs aussi que tu vois, que tu sais, mais quand t'arrives, des fois c'est impressionnant, elles se lèvent comme ça, elles se tapent la tête, parce que savoir Et toi qui est là, le chef. tu fais quoi dans ces cas-là? Il n'y a rien à faire? Ah, rien du tout. Tu recules. Laisses les expliquer. Ouais, en fait, elles sont tout le temps en train de remettre leur... surtout que là, je suis en train de mélanger de l'eau. Donc, ouais, elles sont toujours en train de remettre en place la hiérarchie, puisque c'est hiérarchique, c'est une hiérarchie matriarcale chez la chèvre. Donc, du coup, elles se battent entre elles pour savoir qui est le plus fort, qui est le chef. S'il y en a une qui est faible, elle va se faire tabasser. C'est assez impressionnant. Là, j'ai une petite chevrette c'est la toute dernière, elle est toute mignonne, elle est toute petite. Et quand je la mets avec les autres, elle se fait bully. Hein. C'est un truc de fou. Tu les vois, c'est impressionnant. Vraiment, c'est impressionnant. Une chèvre que tu sors parce qu'elle est malade, ça m'est arrivé. J'ai sorti une chevrette parce qu'elle n'était pas bien. Je l'ai sauvée. Franchement, j'étais ravie parce que vraiment, c'était compliqué. Ça a pris du temps. Pleine forme et tout. Je la ressors. Je l'ai ressortie une demi-heure. Je l'ai re-rentrée. Le lendemain, je l'ai ressortie plus longtemps, je l'ai rentrée, parce que sinon, elle se tabasse. Et elle se tabasse dans tous les cas. Mais je préférais qu'elle se tabasse pour avoir sa place, plutôt que ce soit toutes les autres qui lui sautent dessus pour lui dire, bah, t'es nouvelle, tu prendras jamais une nouvelle chèvre pour la mettre dans un troupeau. T'intègres toujours les chèvres à plusieurs. Et tu fais des lots et petit à petit tu les intègres parce que c'est hyper ouais ça. Et par contre c'est un peu comme les poules où tu es obligé de les mettre de la nuit pour qu'elles se tuent pas entre elles. Ça se bouffe, ouais, les poules aussi, ouais, carrément. Si tu les intègres en lot, le lot que tu intègres il reste quand même soudé ou non, il s'éclate? Ça je sais pas exactement. Tu vois qu'il y a des rivalités même dans le lot. En fait, c'est pas qu'il est soudé, c'est qu'il y a déjà une hiérarchie dans le lot. Donc du coup, si tu l'intègre au reste, la chef du lot, elle va aller contre l'autre chef du lot et les autres en fait elles trouvent leur place, elles se tapent un peu entre elles, mais moins que quand tu vois que c'est pour une place, que c'est les chefs qui se tapent dessus, c'est impressionnant, mais ça tape, hein. Tu l'entends de l'autre bout du bâtiment, tu l'entends, ça tape fort. Là en plus nous on va laisser les cornes sur celle qui arrive là, les cornes qui s'entrechoquent et tout, ça fait un bruit. C'est quoi le but de laisser les cornes? Au début je voulais pas garder les cornes, enfin non, au début on voulait. On s'est dit c'est naturel, elles ont des cornes, il y a une bonne raison. En plus nous on a notre problème qui est la prédation. On se dit le loup, une chèvre qui a des cornes, elle peut toujours se défendre, on sait jamais. On garde les cornes. Derrière j'ai réfléchi, moi j'ai des dispositifs médicaux sur le corps qui sont en forme de patch, donc ça veut dire que si tu tires, ça s'arrache. Et j'ai déjà eu une brebis qui m'en a arraché avec ses cornes. Du coup, je me suis dit, oula, je veux pas avoir à me méfier de mes animaux tout le temps et tout. Le troupeau qu'on a pris, il n'y a pas de cornes.
elle risque de se faire mal, les nouvelles avec les cornes et tout. Donc on s'est dit, allez, on écorne. Et quand je dis tout ce qui doit arriver arrivera, etc., tout a une raison, l'écornage s'est mal passé. Ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, mes chevrettes, elles ont des cornes. Donc c'est qu'il devait y avoir des cornes. Donc gardons les cornes et puis on verra ce que ça donne à mesure. Et puis moi, je ferai attention, je mettrai un scotch en plus sur mes dispositifs ou alors je les mettrai dans un autre endroit qui est un peu plus safe. Et puis elles auront des cornes et voilà. Et toi, tu arrives à remarquer, par exemple, celle qui est la leaduse? Ouais, tu le vois. Souvent, tu le vois. C'est quoi? C'est la première qui s'avance Ouais, tu le vois parce que souvent, c'est la première que tu vas nourrir. Quand elle se met dans l'auge, dans les cornadis, souvent, elle est au début. Et c'est elle qui a le dessus sur les autres. Si elle arrive et qu'elle met un coup de tête et que les autres partent, c'est que c'est elle le chef, quoi. Tu le vois. Donc, des fois, tu arrives à repérer que ça a changé de chef, entre guillemets. Ouais, ça arrive. Okay. Et là, beaucoup, parce que je suis en train de mélanger tout le monde. Et tu vois, les jeunes qui sont chefs chez les jeunes, qui essayent de... C'est rigolo. Franchement, c'est passionnant. Des fois, je m'arrête, je les regarde comme ça. Et je dis, non, mais ça va pas de vous taper dessus comme ça, là. Je veux faire mon... On se respecte ici, hein. Tu sais, je fais genre, c'est moi le chef, pas du tout. Absolument pas. Elles ont leur chef entre elles. Et puis, c'est rigolo. Les mâles, ils se tapent entre eux. Les mâles tapent pas les femelles, par contre. Ça, c'est vraiment bien séparé. Okay. Mais, quand ils sont adultes, en général, tu les sépares et tu les mets ensemble quand c'est le moment de la lutte. Donc, les chaleurs, tout ça, pour faire des petits. Donc, c'est vrai qu'ils sont occupés à autre chose, en règle générale. Mais du coup, c'est rigolo parce que ça a vraiment cette hiérarchie tout le temps. C'est quand la période de reproduction? Alors, la période de reproduction... Parce que ça, du coup, tu dois bien le gérer pour savoir combien tu veux te mettre derrière. Ouais, c'est à l'automne. Après, il y a des gens qui font du désaisonné. Nous, on s'est dit qu'on allait essayer de le faire. On va voir si on décale un petit peu pour avoir... parce qu'avec le lait, du coup, tu as les fromages derrière. Donc, tu as la commercialisation aussi qui rentre en ligne de compte. Donc, on va voir si on décale un peu ou pas pour avoir des chevrons un peu plus tôt ou un peu plus tard. On va voir. En général, les chevreaux, ils arrivent en mars. Il y en a qui font chevroter en janvier. Pas mal dans les chevriers. Après, donc ça, la gestation, elle dure 5 mois. Un peu plus de 5 mois. Donc, et plusieurs par portée? Tu veux dire, il y a plusieurs chevreaux par chèvre? Ouais. Chez les chèvres, beaucoup. En général, une chèvre, elle en fait au moins 2. Ouais, ok. J'en ai quelques-unes là qui en ont fait qu'un. Honnêtement, ça m'arrange. Hein. Quand il y en a qu'un, c'est toujours plus facile. Mais en général, une chèvre, ça fait... ouais. En fait, tu les nourris bien. Non pas que les brebis, tu les nourrisses mal, mais tu les nourris tout le temps bien parce que de toute façon, elles vont faire du lait, etc. Le but, c'est aussi d'avoir une production derrière qui tourne. Donc, du coup, la chèvre, elle est vraiment bien nourrie. Et du coup, vu qu'elle est bien nourrie, etc., pareil, au niveau hormonal et tout fonctionne plus. Et du coup, tout fonctionne plus à merveille. Il y a à manger pour 2, et on en fait 2. Enfin, c'est vraiment, cette année, mon premier, quand je suis arrivée pile. On a acheté pile 3 semaines avant que ça commence à chevroter. Et mon premier chevrotage, elle m'en a fait 3. Et il y en avait un qui était à l'envers. Et donc, ça c'est rare. 3, c'est... Non. Ok. Moi, j'en ai eu qu'un. Ouais, j'en ai eu qu'une qui m'en a fait 3. Mais il y a des élevages où c'est beaucoup plus. Ça dépend de justement ce que tu veux faire derrière et ça dépend de la manière dont elles sont préparées avant. Si elles sont vraiment bien préparées, 3, facile. Et des chèvres. Toi, ton but, ça serait d'avoir combien de bêtes? Tu sais un petit peu? 60 chèvres, c'est bien. Là, on va faire un gros renouvellement, donc c'est pour ça qu'on garde 30 chevrettes. Mais 60 chèvres, ça serait bien. Après, là, à l'heure actuelle, le bâtiment, il est fait de manière à ce que pour manger, elles peuvent manger à 70. Et le but pour nous, c'est d'avoir 60 chèvres pour être sûr d'avoir la production de 40. Parce que dans ton année, tu as toujours celle qui est malade, tu sais pas pourquoi. Tu as toujours celles qui n'ont pas fait de chevreau parce qu'elles n'ont pas été prises, tu sais pas pourquoi. Voilà, donc on a dit, à 60 chèvres, tu es sûr d'avoir au moins 40 qui produisent comme il faut. Et à la place pour 70, elles ont de la place, elles vont pas se marcher dessus. Et... Ouais, là, 70, c'est parce qu'il y a les cornadis. C'est-à-dire, le cornadis, c'est une place par chèvre et tu peux les bloquer pour qu'elles puissent plus sortir, ce qui est très utile pour la traite. Le jour où on aura la salle de traite, il y aura des cornadis à la salle de traite, on va, j'allais dire probablement, mais on va enlever ces cornadis-là. Donc il y aura aussi
peut-être plus de place. On va faire un espace pour mettre les chevreaux, etc. Mais c'est des trucs que tu vois aussi petit à petit en disant cette année on a gardé les chevreaux, on est là, on se dit comment on va faire, il faut qu'on construise un endroit où on puisse mettre que eux et qu'on soit tranquille, etc. Donc petit à petit les idées elles viennent aussi, ça qui est hyper intéressant parce que t'as jamais fini de faire évoluer les choses et même à la limite le jour où tu te lasses, où t'as plus envie, où tu fais une autre production. Salon de l'agriculture, du coup, je te branche un peu là-dessus. Salon de l'agriculture, alors moi je rêvais d'aller au salon de l'agriculture quand j'étais petite. C'était mon rêve, je voyais ça à la télé et tout. Je disais, je vais aller au salon. J'ai supplié mon père pendant des années pour aller au salon de l'agriculture. J'ai fini par y aller. J'ai fini par y aller en 2022 parce que du coup, j'ai gagné un petit concours qui s'appelle Miss et Mister France Agricole sur Facebook. Ouais, et c'est pour ça, je te branche un peu. Je suis partie là-haut grâce à eux. Et super expérience, du coup. Je suis allée les 3 années d'après. Si je suis retournée, c'est que ça s'est bien passé. Le salon de l'agriculture, c'est un chouette endroit pour se retrouver entre agriculteurs parce que nous, on connaît l'agriculture de chez nous. Mais il y a énormément d'agricultures différentes en France et ça m'a beaucoup plu de rencontrer les gens qui font d'autres choses, qui ont des pratiques différentes, parce qu'ils ont des territoires différents aussi et d'autres problématiques, d'autres manières de voir les choses. C'est passionnant. Mais je pense qu'il faut garder à l'esprit pour le grand public que le salon de l'agriculture, c'est une très belle vitrine, mais ça reste une vitrine. C'est-à-dire que, très concrètement, au salon de l'agriculture, on essuie le cul des vaches. Littéralement. Il y a des jeunes, souvent qui viennent de lycée agricole, qui passent leur journée au salon de l'agriculture à vite, dès qu'une vache elle commence à faire caca, y aller derrière avec un seau pour ramasser, pour pas avoir à ramasser par terre, et qui essuie derrière. Les vaches elles sont brossées, les animaux ils sont la laine des moutons elle est nettoyée et puis ils la tapent comme ça avec un petit plateau, un petit truc pour pouvoir que ça soit bien lisse, bien joli, etc. Ils sont tout blancs, ils sont magnifiques. Tu vois des très belles choses, mais c'est une vitrine. Ce n'est pas la réalité. Si les gens veulent voir la réalité de l'agriculture et de l'élevage aujourd'hui, il faut aller dans les fermes. Vous allez dans les fermes, vous allez dans les élevages qui proposent des visites, etc. Les élevages, pas les fermes zoos où il y a un tout petit peu de tout. Les fermes, même ça peut être une ferme pédagogique, mais où il y a un élevage à la base. C'est-à-dire, à la base, il y a un élevage de brebis, par exemple, et à côté, ils ont rajouté quelques trucs, etc., pour faire de la pédagogie dessus. Mais le cœur du truc, c'est un élevage. Pour avoir les problématiques, pour avoir la réalité de ce qui se passe dans le terrain. Au salon de l'agriculture, c'est de la présentation. C'est de la présentation, il y a des concours, les animaux ils sont bien soignés, etc. Donc c'est chouette pour voir ce qui existe, parce que du coup j'ai découvert des races aussi, des choses qu'on voit pas chez nous, donc c'est super, mais il faut garder à l'esprit que c'est une vitrine. Ouais, et puis qu'il y a plein de gens connus qui viennent et que du coup il faut faire en sorte que tout soit lisse, quoi. C'est ça, c'est l'agriculture lissée, on va dire. C'est l'agriculture bobo. Presque, ouais. Après, c'est des vraies bêtes et c'est des vrais éleveurs qui vont. Mais tout est enjolivé. Ouais, ça devient de la bête de concours plutôt que la bête qui oui, est vraiment juste sortie de la ferme, quoi. C'est ça, complètement. Enfin, on m'a dit, t'as pas amené une chèvre au salon de l'agriculture. C'est la gueule qu'ils ont, je vais pas amener une chèvre au salon de l'agriculture. Une chèvre, pour aller au salon de l'agriculture, il faut qu'elle soit max, quoi. Là, ils me laissent pas rentrer, hein. Les types, c'est pas possible. Tiens, même bien brossé, là, on fait pas le pas, quoi. Non, c'est des très très belles bêtes. Et c'est des bêtes qui existent, hein, elles viennent d'un élevage, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et d'ailleurs, les éleveurs font un travail extraordinaire avec les bêtes de concours, mais c'est pas ce qu'on voit partout. J'ai une anecdote là-dessus. Est-ce que vous êtes bien assis ? Jusque-là, tout va bien. Quand j'ai fait mes études de communication, je suis partie faire des stages à Paris. Et je me retrouve à Paris avec un monsieur qui m'avait proposé de m'héberger, que ma mère connaissait, qui travaillait dans le domaine un peu de la communication et qui avait passé dans le journalisme, donc il avait plein de connaissances, des purs parisiens qui du coup quittaient Paris juste pour leurs vacances, etc. C'est des gens qui avaient pas mal de moyens et j'étais pas du tout dans mon élément, j'étais très très mal à l'aise. On est parti manger chez ces personnes et puis ils avaient leur conversation et bon, moi vu que je parle pas de ce que je connais pas, je me tais et j'attends que ça passe. Et il y a un moment où il me demande d'où je viens et tout. Je viens des Hautes-Alpes. Et puis, mais les Hautes-Alpes, on connaît. On est parti au ski là-bas, tout ça. Donc, super, vous êtes parti au ski où et tout.
Et c'est là-bas aussi qu'on était allés, on était là, on avait vu des moutons sauvages. Donc là, j'intègre l'information. Mais là, ça part sur un sujet où quand même je connais un peu, donc je me permets de dire des moutons sauvages, c'est-à-dire... Eh ben des moutons sauvages. Oui, j'ai bien compris. Alors il faut savoir que ça n'existe pas. Un mouton sauvage, ça n'existe pas. Un mouflon, ça existe, mais un mouton sauvage, ça n'existe pas. Donc j'insiste un petit peu. Qu'est-ce qui vous faisait dire que ce mouton était sauvage? Et là, elle m'a répondu un truc. Elle m'a dit, eh ben il n'était pas tout blanc. Et là, je me suis dit, les seuls moutons qu'ils ont vus, c'est le salon de l'agriculture, Sean le mouton, le Petit Prince. C'est tout. Parce que un mouton tout blanc, ça existe pas. Enfin, c'est quand il est bien brossé au salon de l'agriculture, etc. À la limite, quand tu viens de le tondre, il est shampooine forcément, et il voit un mouton tout blanc. Le jour où ils viennent chez nous, moi j'ai des mérinos d'Arles, ils ont ça de laine selon le moment où tu arrives, pour peu qu'ils aient un peu dormi dans la crasse, dans la terre, etc., qu'il n'ait pas plu depuis 4-5 jours. Il est gris, hein, le mouton, il est pas blanc. S'il est pas marron. Ouais, c'est ça, là je me suis dit, waouh, on est vraiment sur un truc... Bon, après, du coup, en plus, elle était persuadée qu'elle avait raison, et il a fallu que la personne avec laquelle je suis venue lui explique que moi j'ai grandi avec des moutons et que je suis fille d'agriculteur et que je savais un peu de quoi je parlais, pour qu'elle accepte d'accueillir un petit peu ce que je disais, mais c'était compliqué, quoi. Là, je me suis dit, ouais, là, il y a un gros boulot de communication à faire là-dessus, parce que on se retrouve vraiment avec une grosse déconnexion où les gens savent plus du tout. Et pire que ça, j'ai la sensation qu'aujourd'hui, probablement aussi avec les réseaux sociaux et tout le monde a l'impression de tout savoir. Tout le monde peut donner son avis, tout le monde est expert en tout. Et du coup, il n'y a plus l'expertise de la personne qui fait ce travail-là, qui fait ce métier, et que tu vas aller chercher en disant « Ah ben toi qui fais ça, tu vas pouvoir nous renseigner ». C'est moi je sais parce que j'ai lu un truc, parce que j'ai vu une vidéo, parce que machin. Puis alors avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est pas prêt de s'arrêter. Mais du coup, on manque de la reconnaissance de l'expertise. Je trouve qu'on en a plus beaucoup, quoi. Et de se dire, j'ai une question, je vais aller parler à quelqu'un qui a la connaissance. Et là, je me suis dit, il va falloir communiquer rudement pour pouvoir changer les choses. Et j'essaye de le faire à mon échelle, mais... nous, c'est clairement une des raisons du podcast aussi. Hein. C'est d'inviter des gens experts dans leur domaine et qui sont vraiment du terrain, du sujet dont ils parlent. Donc, c'est chouette, il faut des médias comme ça. Bravo pour votre podcast, d'ailleurs. Merci, et puis merci d'être là, surtout. Merci de m'avoir invité. Trop chouette. Ça t'a fait un réseau quand même d'aller au salon de l'agriculture? Carrément. C'est un peu le but, d'échanger. Ouais. Carrément, j'ai gardé contact avec énormément de personnes. J'y suis retournée pendant 3 ans ensuite. Là, c'est la première année où j'y suis pas allée depuis mon élection parce que l'installation, les chèvres, tout. Donc je leur ai dit, bon, cette année, j'irai pas. J'essaierai d'y retourner quand même parce que c'est les seuls moments où je vois ces personnes-là qui sont maintenant devenues même des amis. On s'appelle, on prend des nouvelles et tout, mais bon, c'est des gens qui habitent dans le Nord, dans la Manche, enfin partout en France, quoi. Donc c'est vrai qu'on a des métiers tellement prenants qu'on prend pas trop le temps d'aller voir les uns les autres parce que on est très très loin. Mais beaucoup de réseaux, et puis pas mal de journalistes aussi, des personnes qui sont toujours intéressantes à avoir en contact, parce que le jour où tu as vraiment quelque chose à dire ou à montrer ou quoi, tu peux toujours compter sur ces personnes-là. Donc pas mal de réseaux, et puis toujours la communication, quoi. Quand tu es au salon et que tu as un petit peu de visibilité, tu es facilement invité sur les plateaux télé, sur les plateaux de radio, etc. Et je suis toujours partante pour justement pouvoir échanger, pouvoir parler, pouvoir mettre en lumière nos métiers. Et du coup, c'est une belle opportunité de le faire, ouais. Toi, dans les grandes lignes, si tu devais changer certaines choses, que tu étais ministre de l'Agriculture, ce serait quoi les points? Moi, je ne serais pas ministre de l'Agriculture parce que je veux rester avec mes bêtes. Parce que c'est trop... parce que je ne veux pas vivre en ville. J'ai essayé, ça ne me va pas du tout. Non, mais tu vois, si tu avais des grands axes ou des grandes lignes... Ouais. Moi, je pense qu'il faut changer énormément de choses, mais à commencer comme on l'a évoqué en off tout à l'heure, le fait d'avoir pour nous des produits qui ne répondent pas aux mêmes normes sur le même étal, ça fait de la concurrence déloyale et c'est très très compliqué à gérer pour nous. Moi, je conçois que les personnes aient
peu de budget. Mais par contre, je trouve qu'elles sont pas assez informées sur ce qu'elles consomment. Moi-même, il y a pas longtemps, je prends un paquet de poulet dans un supermarché en me disant putain, ça a l'air pas cher, il y a anguille sous roche, quoi. Je regarde, il y avait un petit macaron avec la carte de la France, avec le petit drapeau. Je retourne, et puis il y avait écrit que ça avait été emballé en Allemagne. Et là, je me dis, comment ça se fait qu'il y a un macaron de la France devant, si derrière il y a écrit Allemagne. En plus, il y a écrit emballé en Allemagne, donc c'est pas l'origine. Donc quand tu vas chercher l'origine, ça vient d'encore plus loin. Et en effet, c'était un prix dérisoire. Et j'ai cherché du poulet français, du coup, pour comparer, parce que je trouvais vraiment le prix. Et en fait, en effet, le poulet français, c'était le double. Donc du coup, quelqu'un qui a un foyer à nourrir, qui est au SMIC, qui est peut-être tout seul, qui n'a pas de salaire qui rentre, enfin, à un moment, ton choix, il est vite fait, c'est le choix du portefeuille, quoi. Et ça, je le comprends. Par contre, au moins que les gens y soient informés de manière juste, c'est-à-dire que les étiquettes, elles soient visibles. À quel moment on met un macaron français sur un produit qui ne l'est pas? C'est pas normal. Donc là-dessus, il y a des tas de choses à faire évoluer. Après, à tous les niveaux, je pense que la politique agricole commune, elle doit être revue, mais ça, c'est au niveau carrément européen, donc c'est compliqué. Et puis peut-être au niveau médiatique aussi, je trouve que tout ce qui est présenté est pas toujours en faveur des agriculteurs. Donc je pense qu'on devrait être beaucoup plus transparent sur beaucoup de sujets. Et voilà, c'est compliqué aujourd'hui parce que les gens ils s'informent comme ils veulent, et du coup sur les réseaux sociaux notamment, il y a beaucoup de choses qui passent, info, intox, tu sais pas faire la différence. Aujourd'hui on voit des reportages passer à la télé où on parle d'agriculture, derrière on voit un tracteur passer avec une rampe. Donc une rampe, c'est un grand truc comme ça qui arrose en fait le champ, et qui parle de tas de produits, etc. Et en fait nous on regarde ça en disant mais on sait que ces rampes elles servent à mettre de l'eau, quoi. Et les gens ne le savent pas. Les gens ne le savent pas. Les gens, quand ils passent dans un champ et qu'ils voient une rampe énorme comme ça, ils disent « Ah, regardez les pollueurs et tout, ils mettent plein de trucs dans leur champ. » Cette rampe-là, elle sert à mettre de l'eau. Pareil, sur les produits qui sont utilisés, moi, je ne suis pas pro produits, tout ça, parce que nous, on n'en utilise pas. Mais y a des fois des choses à remettre à leur place, à remettre dans leur contexte. Quand tu es en manque de magnésium, tu prends du magnésium. Et ben, quand on met de l'engrais dans les champs, c'est parce qu'il n'y a pas assez de minéraux en général pour alimenter la plante, et que la plante, elle en a besoin pour pousser. Donc quand tu le mets, c'est la plante qui l'absorbe, et c'est juste un besoin pour elle, comme toi tu prendrais une cure de fer, quelque chose comme ça. Les gens, ils ont l'impression qu'on pollue en permanence parce qu'on leur rabâche ça tout le temps. Mais il y a certains produits qui sont en fait, par exemple des fongicides, notamment dans les céréales pour lutter contre les champignons. Il y a des champignons, si tu les laisses pousser dans tes céréales et que tu consommes la céréale, tu tombes malade. C'est aussi fait pour que derrière on puisse le consommer. C'est pas uniquement pour notre plaisir ou je ne sais quoi, pour polluer, etc. Ouais, surtout pour, le prix que ça coûte, tous ces produits. Mais complètement. Et souvent, quand tu as recours à un produit, c'est que tu n'as pas eu d'autre choix. Aujourd'hui, on cherche énormément de solutions. Et puis, il faut savoir qu'en France, on est un des premiers pays bio. On est dans une agriculture, même l'agriculture raisonnée en France, c'est une des meilleures dans le monde. Donc, aussi, ce que je changerais, c'est aussi ça, la manière de médiatiser l'agriculture pour essayer de redorer un peu l'image des agriculteurs en France, parce qu'elle est faussée en permanence. Dans ce sens-là, moi, il y a un truc qui m'a toujours choqué. Alors, je regarde jamais les infos parce que ça me gave, mais les rares fois où on voit que les agriculteurs manifestent, on dit toujours qu'ils manifestent, on dit toujours les dégâts qu'ils font, mais on dit jamais pourquoi ils manifestent. Ouais. C'est jamais dit de manière explicite et raisonnée et réfléchie, en développant, en disant les agriculteurs manifestent parce qu'ils ont telle problématique, il y a telle loi qui va être votée, en l'occurrence les derniers événements, ça les met complètement en désavantage, on va tuer des agriculteurs, des structures comme ça. Non, on dit attends, ils ont fait ça, ils ont balancé du putrain sur la préfecture, et hop, on passe au marché local. Exactement. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de place justement pour la parole des agriculteurs, notamment à la télévision. Et moi, c'est ce qui m'a toujours fait peur quand j'ai accueilli des caméras dans ma ferme, parce que du coup, avec le concours, tout ça, j'ai eu pas mal de médias qui sont venus. C'est de savoir qu'est-ce qu'ils vont en tirer. Parce que tu peux faire dire n'importe quoi à des images, tu peux interviewer quelqu'un, couper, vous le savez, vous travaillez le son, l'image, etc. Tu peux faire dire n'importe quoi à quelqu'un.
tu coupes au bon moment. Et aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, ça se voit même pas. Et tu fais dire n'importe quoi à n'importe qui. Sorti de son contexte. Ouais, sorti de son contexte. Tout peut être vulgaire, tout peut être méchant, tout peut être, tu peux tout transformer. Donc du coup, ouais, c'est... Pour moi, à l'heure actuelle, la médiatisation, elle y est pour beaucoup dans l'agribashing. Donc l'agribashing, c'est justement ce côté négatif là, qui revient sans cesse sur les agriculteurs. Et on travaille dessus, et c'est pour ça que moi je prends la parole, que je dis jamais non à un média pour pouvoir parler de mon métier, que j'ai aussi mes réseaux sociaux sur lesquels j'essaye d'expliquer, de montrer ce qu'on fait au maximum, etc. C'est pour essayer justement de rétablir cette vérité qui est la nôtre. Après, moi, j'ai pas de tabou sur mes réseaux sociaux. Je dis pas tout, mais je dis le positif et le négatif. Quand on a des problèmes, je l'explique. Quand il y a quelque chose de chouette, je le montre, mais je montre aussi quand c'est moins chouette, parce qu'on on a l'habitude sur les réseaux sociaux que tout soit beau, tout soit rose, etc. C'est pas la réalité. Mon but, c'est vraiment de montrer la vérité. Et si, comme je disais au début, si les agriculteurs ne prennent pas la parole, tout sera tout le temps biaisé, tout le temps. Mais il faut toujours aller se renseigner et vérifier les images qu'on voit, vérifier les dires, vérifier les informations, il faut croiser les sources. Parce qu'un journaliste qui balance une phrase comme ça, c'est pas forcément... ça peut être sorti de son contexte, comme ça peut être biaisé, comme ça peut être... c'est pas forcément quand tu as eu des médias qui sont venus du coup à la ferme, ça se passe comment? Tu signes quand même des papiers, un contrat? Ah, ils m'ont jamais rien fait signer, ouais. Ok. Ils m'ont jamais rien fait signer. Ouais. Donc tu sais pas trop vers où tu vas, qu'est-ce qui va être exploité, comment, sur quelle plateforme? Après, j'ai toujours fait attention à ce qu'ils filmaient. J'ai toujours fait attention à ce qui coupe la caméra s'il y a vraiment quelque chose qui pourrait être mal utilisé. Mais globalement, j'ai toujours eu de la chance. Je suis toujours tombée sur des médias qui étaient assez justes, on va dire. Et j'ai même eu des très très beaux reportages et des très très beaux articles aussi. Et d'ailleurs, mon plus bel article, c'était dans la Provence, quand le type a débarqué. Ben, il venait d'Aix, pur produit d'Aix, vraiment. Il est arrivé avec son petit jean déchiré, ses petites baskets blanches. Quand tu arrives en basket blanche dans une ferme, t'as beau ne pas vouloir juger les gens. Il y a un truc de « Ah, putain, il est en basket blanche, donc ça veut dire... » Il y connaît rien, il débarque là avec ses petits souliers qui vont ressortir complètement crottés. Enfin, et en fait, c'est lui qui m'a fait le plus bel article que j'ai jamais eu. On a fait 2 pages dans la Provence, c'était vraiment extraordinaire. Et on a passé un super moment parce qu'il était hyper intéressé de tout. Donc c'était rigolo, parce que t'as pas l'habitude de recevoir des personnes qui sont aussi éloignées et qui s'intéressent autant et qui sont aussi justes dans ce qu'ils disent derrière. Donc non, franchement, j'ai toujours eu de la chance sur les médias, mais c'est plus que je vois... globalement, d'ailleurs moi je regarde plus la télé non plus, ça m'énerve, mais des fois je vois des trucs que je saute au plafond, ouais. Complètement. Du coup, quand il y a les médias, tu mets aussi l'expertise de ton papa en avant, ou c'est vraiment plus toi? Parce que du coup, c'est pas trop des générations via les médias ou via les réseaux? Et ben, ça dépend aussi des personnes avec qui t'es quand tu le vois, mais souvent moi je suis avec ma belle famille aussi, mon beau-père il est agriculteur, mon chéri aussi, et en fait t'en discutes entre eux. Tu discutes et puis tu dis, waouh. Enfin, on est d'accord que là, il y a un problème. Et en général, je dis oui, non, mais il raconte n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est le problème, c'est que nous, on est capable d'en discuter derrière et de dire non, mais il raconte n'importe quoi. Que dans un foyer lambda, qui sont là en train de regarder la télé et qui avalent tout ce qui arrive, c'est ce que je reproche à la télévision maintenant, hein, c'est que tu es là, tu bois tout ce qui se passe et tu n'as pas de moyen de vérifier ce qui est dit. Tout le monde a l'impression que tout ce qui est dit à la télé, c'est pure vérité, alors que c'est faux, puisque quand tu es expert dans un domaine et que tu vois ce qu'ils diffusent, tu te dis oulala, ça craint. Et en fait, c'est dans tous les domaines au final. C'est ça. Donc, ouais, non, c'est entre nous en général qu'on vérifie les infos. Et puis après, moi, j'aime bien, en règle générale, vérifier. Maintenant, on a Internet, c'est assez facile, mais tu vas sur des sites officiels, tu as très très vite les informations et tu sais si ce qui est dit est vrai ou pas. T'as des frères et sœurs? J'ai un demi-frère, ouais. Ok. Et lui, du coup, il est branché à l'agriculture pas ou pas du tout? Pas du tout, pas du tout. Lui, il travaille, c'est un baroudeur à la base, il travaille en Suisse et après, il voyage énormément. Après, il aime bien faire son jardin, etc. Il n'y a pas longtemps, il m'a fait rire, il m'a appelé parce qu'il avait été en Suisse et puis il avait une amie qui avait recueilli un petit agneau et ils m'ont appelé. Justement, c'est là que je me suis dit, ça y est, t'es installé. Les gens, ils ont
conscientiser que du coup, tu as des connaissances dans ce domaine. Et en effet, c'est dans la famille, j'ai quelqu'un qui fait ça, donc on va l'appeler. Et du coup, elle m'a demandé voilà, combien il faut qu'il boive de lait, tout ça. Est-ce que je peux le garder, machin. Ils étaient persuadés qu'il passe pas la nuit. Et en fait, maintenant, il va très bien. Donc, ça m'a fait rire. Je me suis dit, ça y est, le cap est passé. Ça y est, je suis éleveuse. Toi, le but, ça serait que ta descendante, elle reprenne les rênes derrière ou t'as pas de vision là-dessus? Mes enfants feront ce qu'ils veulent, comme moi, mes parents m'ont laissé faire ce qu'ils veulent. Derrière, ce qui serait compliqué si j'ai des enfants avec la personne avec laquelle je suis actuellement, c'est qu'on a 2 fermes, une chacun. Faut 2 enfants. Minimum, ouais. C'est ça. C'est ça. Après, s'il faut revendre la ferme, lui, c'est sa ferme familiale, c'est différent. Moi, je vais faire tout ce que je peux pour en faire un lieu qui me convienne et où je suis bien, mais c'est un truc que j'ai acheté, même si on veut en faire notre petit nid. Si je dois le revendre, je pense que ce sera moins difficile. Et puis, c'est comme ça, quoi. Donc non, mes enfants, ils feront bien ce qu'ils veulent. Après, oui, ça fait toujours plaisir, je pense, de pouvoir passer ce qu'on a construit à ses enfants. Mais bon, on verra. Le fait d'être une femme dans ce monde-là, oui. Ça a été dur. Tu t'es imposée naturellement. Moi, assez naturellement, parce que j'ai grandi dans ce milieu et que j'ai toujours eu une famille à qui ça n'a jamais posé aucun problème. Et mon père, il m'a jamais dit ben non, viens pas avec moi aux bêtes, c'est pas ton boulot, quoi. Donc, de manière personnelle, c'est normal, c'est naturel, etc. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée chez mon chéri, j'ai senti quelques regards et quelques explications. C'est vrai? Ouais, quand je suis Vis-à-vis du coup arrivée sur la ferme. de la belle famille, de ta belle famille? Non, pas eux. Ok. Pas eux directement, plus le voisinage, plus des gens qui passent, qui voient que on est en train d'enlever les pommiers et de couper des troncs et que du coup je suis avec une tronçonneuse. Donc le monsieur est gentiment venu m'expliquer comment on servait de la tronçonneuse, parce que j'en avais grandement besoin. Pareil, j'étais sur la pelle mécanique. Ah, vous avez mis une fille sur la pelle. C'est pas méchant, c'est là. Donc tu sens qu'il y a encore du progrès à faire sur ce genre de truc. Puis après, le gars, quand il t'a vu 1 fois, 2 fois, 4 fois et qu'il a compris que ben, toi aussi tu faisais, bon, il te dit plus rien, ou alors il te le dit en sachant très bien que ça va t'agacer un peu. Oui, ou tu le sens dans le regard. Mais ouais, là je l'ai senti, ouais. C'est rigolo parce que chez moi, j'ai jamais eu ça, donc je connaissais pas du tout. Et quand je suis arrivée là, j'ai compris que oui, en effet, d'avoir une femme qui fait tout ce que font les hommes, il y a des gens que ça peut déranger, ou en tout cas que ça interroge. Et justement, c'est aussi le but des réseaux sociaux, c'est de montrer que tu peux être une femme et faire le même boulot qu'un homme. Aujourd'hui, avec tout ce qui est mécanisé, moi, je soulève pas une botte de 200 kilos, hein, mais mon père non plus. On le fait avec le tracteur, tous les deux. Donc, tout se fait. Du coup, hormis la partie ferme, est-ce que tu as d'autres occupations sur le peu de temps que tu as? Je sais qu'à un moment donné, tu t'étais mis un petit peu à faire du pilates ou du sport, non? Ouais, j'ai essayé. C'est une activité que tu n'as plus le temps, du coup? C'est compliqué. Alors là, j'avais mon abonnement à la salle de sport, je l'ai toujours, mais j'arrive pas à y aller. Mais je veux pas le lâcher parce que, bon, je paye dans le vide, mais je veux pas le lâcher parce que je me dis, il y a un moment où je vais réussir à avoir mon roulement et où je vais réussir à y retourner. Parce que pour moi, c'est important de... Mon corps, c'est mon outil de travail. C'est... Quand on s'est vu, je t'ai dit, j'ai pas le temps d'être malade. C'est vraiment ça. J'ai pas le temps d'être malade, j'ai pas le temps de me faire mal. Donc du coup, le but, c'était de renforcer les parties qui vont me servir vraiment, genre les épaules. Moi, je suis un peu sensible des genoux, donc essayer de faire du sport régulièrement, ça me permet aussi de pas avoir de douleurs qui puissent être incapacitantes au travail. Et muscler un peu le dos, parce que ton dos, tu t'en sers en permanence. On est tout le temps en train de porter des charges lourdes, des trucs comme ça. Non, mais c'est ça, ouais. Mais sinon, niveau loisir, ouais, en ce moment, c'est pas évident. C'est pas évident. Après, je passe du temps avec les personnes que j'apprécie. Et mon loisir, c'est un peu ça. Là, aujourd'hui, j'ai un temps de pause. Je vais aller voir un spectacle avec ma maman. On le fait pas tout le temps. Quand il y a un anniversaire, j'essaie de me libérer, j'y vais. Et à l'heure actuelle, si je passe du temps avec vous, mon temps est tellement précieux que c'est déjà un cadeau. Parce que je veux pas louper ces choses-là. Mais par contre, je veux pas perdre mon temps non plus. Donc, s'il y a quelqu'un qui m'invite, que j'ai pas envie de le voir, mais tu vois, j'allais te dire, du coup, est-ce que, du coup, t'apprécies pas de dingue les moments que tu passes? Ouais. Alors, oui et non.
Parce qu'ils sont Oui. tellement rares que tu dois tellement t'en nourrir Ouais, et les apprécier à 3000%, non? oui, et à la fois, est-ce que tu es pleinement présent? Parce que du coup, tu as toujours dans la tête j'espère que les chèvres elles sont pas sorties du parc. Ah oui, quand je rentre, il faut que je fasse la traite. Il faut pas que j'oublie ci, il faut pas que j'oublie ça. Tu as quand même ta charge mentale qui est là. Parce que Et t'es du pas coup, encore tu arrivé au stade déconnectes où jamais t'arrives à trop. couper. Ouais. Et puis, pour couper, il faut 3 jours. Au moins. Un Ouais. jour, tu coupes pas, c'est Puis pas après, possible. ça dépend des tempéraments. Hein. Oui, ça dépend Oui. du tempérament. Et ça dépend aussi, par exemple, là, je suis venue aujourd'hui, mais ce matin, je suis allée sortir mes chèvres. Et ce soir, je vais retourner pour traiter mon lait. Bon, je coupe. Et Quelques pas heures. vraiment Ouais. non plus. Après, à la fin du mois, j'ai un anniversaire, je vais couper vraiment et je vais changer d'endroit. Donc, du coup, là, quand tu commences à prendre ta bagnole pour partir et changer d'endroit, déjà, tu arrives à plus déconnecter. Quand tu restes dans le secteur et que tu sais que si jamais il y a quelque chose, tu peux y aller, Tu coupes pas. tu coupes moins, ouais. Ouais, c'est plus compliqué. Là, par exemple, tu as du mal à pas penser au... Ben là, en plus, on est en train d'en parler, donc Ouais. ouais, c'est compliqué. Je sais que mon papa, il va assurer, je sais qu'il assure, mais oui, là, dans ma tête, je vois mes chèvres dans mon parc, là, actuellement. Ouais, c'est très bizarre dit comme ça, mais ouais, non, là, je coupe pas. Je peux pas. Je sais que je suis tranquille et que mon père s'occupe et qu'il n'y a pas de souci. Je peux être zen et je lui fais en plus entièrement confiance, et vice-versa d'ailleurs, quand moi je suis à la ferme, mais c'est pour couper vraiment. C'est pas assez. Je couperai probablement quand on sera au spectacle. Parce que là, t'as vraiment un truc où. T'es passive. Ouais. Et puis t'es dans un truc qui te fait rire, qui machin. T'es dans vraiment un autre univers. Quand tu changes d'univers, ça va. Mais quand tu vois des potes qui sont aussi agriculteurs et qui te parlent de ça, là on est en train de parler de ça, etc. Tu peux pas couper complètement. Mm. Mais après, c'est le jeu aussi. Du coup, tu as du mal à t'évader un peu. Je dirais qu'à l'heure actuelle, j'en ai pas besoin. Parce que ce qui m'évade, c'est quand j'ai pris 20 minutes hier matin et je me suis assise dans le champ. J'ai mis tout le monde dedans et je me suis assise. Et là, ouais, je suis bien. Et là, ça me ressource, et là, ça me permet de m'évader. Et même si un quart d'heure après, tu y retournes et que tu as la tête dans le guidon et que tu refais, etc., le fait d'être vraiment en pleine nature avec tes animaux qui sont bien, qui vont bien, qui sont autour de toi et que tout se passe bien, là, tu arrives à souffler. Et ça pour l'instant, ça me suffit. Tu fais beaucoup de pas dans la journée? J'ai regardé exprès pour vous. Je me suis dit, ça va sortir. Et je me suis étonnée. Parce que globalement, enfin étonnée, je le sais, mais tu sais jamais exactement au niveau. Quand tu comptes vraiment, je suis au moins entre 10 000 et 20 000 pas par jour. Tous les jours. Ouais, c'est une fourchette vaste, mais Ouais, mais en général, je suis. on va dire petite journée 10, C'est ça. grosse journée 20. Exactement. Quand je fais les parcs, etc., là, on arrive sur la période où je marche beaucoup. Parce que tu fais des parcs, donc tu poses ton filet, tu reviens, etc. Tu vas en chercher, tu marches beaucoup. L'hiver, moins. L'hiver, je suis à 10 000. Mais là, en plein été, je suis plus à 18, 20 000. Tu vois la différence? Physiquement, Hmm. ouais. Mais je pense que c'est pas que le fait de s'activer, parce qu'on s'active aussi l'hiver, mais différemment. Je vois la différence au niveau de ma glycémie, parce que du coup, ça fait 2 ans que j'ai un diabète de type 1, donc je suis toujours en train de surveiller ma glycémie, donc ça, je le vois beaucoup à ce niveau-là. Ok. Et je pense qu'il n'y a pas que le fait de marcher, il y a le fait d'être en extérieur, d'être au soleil, d'être... moi, je suis Ouais, t'es beaucoup dans mieux un, dans t'es ces dans un périodes-là. cadre naturel et tout. Je suis beaucoup mieux dans ces périodes-là qu'en hiver. En plus, les jours sont courts. C'est plus, c'est Ouais, plus lourd. mentalement, ça joue beaucoup. Ouais, beaucoup. Ok. Eh ben, pour clôturer, je vais te poser la question traditionnelle. Quelle serait ta philosophie de vie? La dernière fois, j'avais dit ça. Pour moi, c'était vraiment travailler avec amour et passion. Et passion et patience. C'est ce que ça m'apprend beaucoup dans mon travail. Ça m'apprend beaucoup la patience, ça m'apprend à me poser, ça m'apprend... Et j'aime ce que je fais. J'aime ce que je fais, j'aime mes animaux, j'aime mon associé, puisque c'est mon papa. J'aime mes produits, j'aime rencontrer les personnes, énormément. Et ça me passionne, quoi. Tout le temps. Ça se voit. Ouais, merci d'être venu en tout cas. Merci d'être venu, Merci c'était de votre super chouette. invitation. Merci de nous avoir écoutés ou regardés suivant les plateformes. On vous dit à dans 15 jours avec un prochain épisode. Et à la prochaine avec les fameux.
Yes, du coup, on mettra l'Instagram de Mariana en description, comme ça, allez la suivre et Yes, Heidi agricultrice sur tous les réseaux. voilà. Bien, super. Merci Super beaucoup. cool. Merci. Merci, c'était top. Trop bien. C'est chouette parce que j'ai vraiment l'occasion de parler autant.